On s'en On a excuse un peu de et toujours les problèmes retard, techniques comme d'habitude. de connexion, de Wi-Fi. C'est un peu comme d'habitude, ça fait qu'on on change pas, hein, ça fait qu'on on va continuer. Normalement, on va regarder un petit peu en live si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi. Et puis on va commencer direct sans perdre trop de temps. Alors ce soir, bah, il y a Benoît qui m'accompagne et puis les deux membres de, on va dire, de l'agence Renardo et Puffinou qui vont se présenter eux-mêmes. Et voilà, on va vous laisser vous présenter les gars, comme ça on attaque direct. Et puis après ça, on commencera un On petit va peu à faire le partager vos truc photos et votre comme expérience. Et tout ça. d'habitude. Hop. Voilà. Ça roule. Honneur aux dames, Pierrot, quoi. Honneur à la marinière. Vas-y, comme tu veux, je m'en fous. C'est pas les mecs qui vont se faire les politesses pendant 1 heure. Ouais, c'est clair. On n'arrête pas d'en faire d'ailleurs. Non, mais je Bon, peux. déjà, on Et va donc, commencer par qui? Par allez, Renardo. C'est qui Renardo, au fait? Tiens, on va poser bah, c'est la qui? question. Mais la question, Ça se c'est voit ouais, sur le faciès. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas remarqué ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on va dire que c'est Pierre alors. Pierre, bah, Allez, si tu veux te bim, présenter un petit peu. t'as raison. Et donc oui, Renardo, donc Pierre Destribat, bah, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, ben, je suis photographe semi-pro. Donc je suis aussi pilote de drone à côté de ça. Voilà, j'étais en CDI, maintenant je suis un indépendant. Et la photo est arrivée. Toujours difficile à dire, la grande question, mais on va dire au fur et à mesure, j'ai commencé à en faire quand j'étais Ça fait au combien de temps que tu fais de la lycée. photo, Pierre? Que ça fait à peu près 7-8 ans. À peu près. 7-8 ans, d'accord. Que je fais, c'est toujours pareil, hein. Je vais pas te dire, il n'y a pas de date de début, mais en fait, j'ai commencé quand je suis allé au Canada en échange, en master. Là, j'avais acheté un Nikon et ben, c'était un beau pays, hein. C'était au Québec exactement. Et du coup, Ouais. là, j'ai commencé beaucoup à shooter, ouais. Le soir, le week-end, parce qu'il y a beaucoup de travail à l'université, mais je trouvais le temps. Et donc, D'accord. voilà, j'ai commencé petit à petit comme ça, ouais. Ok, d'accord. Ça m'a donné l'amour du Canada aussi. Autre chose de ça. Un autre débat. Voilà, et Bon, Nico, depuis, il fait le ça m'a malin, jamais mais il doit avoir des fait le dossiers. malin le petit à côté là. Voilà, donc ça m'a jamais quitté, et puis c'est une drogue en fait, hein. Donc plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. D'accord. Donc, mais ce qui est important, c'est que j'adore ça, hein, mais ça reste une passion et c'est surtout quelque chose que j'associe au voyage. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que je suis Ouais, pas là conseil. ici tous les soirs avec mon appareil photo ou partir le week-end. J'associe ça à l'aventure, au voyage, donc finalement, j'en Oui, fais plus à l'étranger qu'en France. Voilà. d'accord. D'accord. De toute façon, je pense qu'après, par la suite, on va développer au niveau de vos photos et on voit très bien que c'est les voyages qui vous animent tous les deux, qui animent votre passion, on va dire à tous les deux. Bah, Nicolas, si tu veux un petit peu te présenter, et puis Ouais, après, de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va dérouler, chacun pourra amener un petit peu son expérience par rapport aux photos qui vont être avec présentées. plaisir. Donc moi, c'est Nicolas Raspienjas, plus connu sous le nom de Check My Dream. Voilà. Après, la photo, moi, ça a débuté en 2012. Et là, je suis quand même plus précis parce que moi, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans, en fait. J'ai jamais fait de photo. Et c'est D'accord. un voyage en Australie en 2012 où je me suis dit, Mhm. je vais quand même m'équiper pour ramener des souvenirs, des images. Que j'ai acheté un petit réflexe, c'est tout ce qui est plus simple. Je crois que c'était un Sony RX7 à l'époque. Et Ouais. arrivé là-bas, en fait, bon, j'y étais pour 1 an, hein, c'était un visa Working Holiday. Donc Ouais. l'idée, c'était de voyager, travailler et accessoirement faire des photos. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à voyager là-bas, eh ben, je me suis pris de passion, on peut dire de passion. Et Ouais. tout le long du voyage, en fait, ben, je shootais à tel point qu'à la fin, je me suis posé la question si j'allais pas pouvoir en faire quelque chose. Et à ce moment-là, sauf D'accord. que je partais de loin, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, j'avais aucune connaissance, j'avais jamais fait de photos avant ce voyage-là, et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, et qu'est-ce que je peux en faire, en fait, sachant Mhm. que avant de faire ça, avant de faire ce voyage, disons pendant des années, c'est pas il y a une bonne décennie, j'ai cherché un peu ma voie, et donc j'ai enchaîné des boulots de saisonnier, des boulots à droite, à gauche, sans vraiment trouver. Et c'est vraiment, je pense, ça a été aujourd'hui c'est une passion, et à l'époque c'était vraiment une révélation. Voilà, un truc, je me suis dit, il D'accord. faut faire quelque chose là-dedans. Et en rentrant de ce voyage-là en 2012,
Et ben, je me suis dit, ben voilà, faut que je m'y mette. Donc, par où je commence? Donc, j'ai acheté du matériel, je me suis inscrit à un club photo, j'ai commencé à me former sur le bassin d'Arcachon, tout Ouais. seul, comme un grand. Parce que vous êtes originaires tous les deux aussi, hein, c'est ça? C'est ça. Ben Ouais, ouais, c'est justement comme oui, ça qu'on c'est s'est ça. rencontrés avec Pierre. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Donc, moi, pendant un an et demi, en fait, j'étais dans mon coin. Et Mhm. jusqu'au moment, en fait, où je me suis dit, ben, ce serait comme bien comme ça que je commence à partager mes photos, mes aventures et voir si je peux pas intégrer une communauté ou aller plus loin. Et va savoir, bon, le hasard fait bien les choses parce que à l'époque, Pierre, il faisait partie d'un collectif. Et Ouais. je voyais, voilà, ils étaient quatre. Et en fait, j'ai contacté Pierre vraiment au feeling parce qu'il avait sur son profil, il avait une espèce de cap cagoule. Et je me suis dit, Ça t'a ouais, le mec, marqué. il doit barouder et tout. Donc j'ai contacté lui, comme j'aurais pu contacter un des trois autres, mais finalement c'est lui qui a le profil qui me parlait le plus, quoi. Ouais, qui correspondait et Et qui, ouais. voilà. Et donc je le contacte. Ça c'était de fin 2013 début 2014. Donc je commence à publier quelques photos et on se rencontre début 2014. Et ensuite on est parti faire un premier voyage en Islande en 2014. Et lui après il est parti de son côté. Je crois que c'était l'année En suivante. Australie. Ouais. Ouais, Et donc 14-15, c'est de ouais. là qu'est née notre rencontre. Voilà. Bon après Renardo et Pefinou c'est venu pendant notre voyage en Islande, mais notre Mhm. première rencontre s'est faite sur le bassin. Voilà. Ouais, Via le biais de exact. ce collectif. Voilà pour un peu la présentation, les bases. Les Tiens, bases j'ai une à petite vous. question. Pourquoi Renardo et pourquoi Pufinou? Tiens. La question, Ah La ouais. question, ben, Ah c'est ouais. comme il a dit, ouais, c'est parti du voyage en Islande. Et en fait, on s'était donné bon, de voir des aurores boréales. On n'était pas très connaisseurs à l'époque, mais on y allait début mai. Donc forcément, les j'ai aurores, pas c'était tout compris. compliqué. Et par contre, on s'était dit, c'était un peu la chasse, la quête du renard polaire. On voulait voir un renard polaire en Islande et il s'avère que j'en ai repéré deux fois, dont une fois en pleine tempête de neige. Il était à 1 kilomètre, blanc sur blanc. Et le renard, je pense, est venu de là, De là, d'accord. Entre autres. Ok. entre autres. Entre autres. Par contre, toi, Pufinou, il faudra vraiment que, parce que Renardo, on se doute bien que tu Non, le mais fasses. en gros, il y a un Pufinou, aspect morphologique. Bon, voilà. Et après, il y a un aspect psychologique. Pierre est plus calme, plus filou, comme un renard. Et en gros, pourquoi le puffin? C'est parce que moi, je suis un peu plus casse-cou. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les puffins. Mais globalement, quand tu les vois voler et atterrir sur une falaise, t'as l'impression qu'ils vont jamais repartir. Donc voilà, et c'est parti de là. Et en fait, voilà, c'est un peu nos petits noms qu'on utilise quand on voyage, Ça. ou quand qu'on encadre les stages. Ça faisait rire nos premiers participants. Et quand on a décidé de créer l'agence, on s'est dit comment on va l'appeler. Et en fait, Allez. on l'appelait, tu sais, à chaque fois, c'est voyage, photo, machin, truc, photo. On s'est dit, voilà, on va jouer le décalage. Et voilà, donc on a misé là-dessus. Bon, pas trop non plus trop tomber dans le lire, mais donc on est parti là-dessus. Et voilà, donc Renardo et Peufinou, l'agence est née. Ouais. Ouais. d'accord, ouais. Parce que c'est vrai que ton animal que tu préfères, c'est le suricate. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. C'est vrai aussi. Ah ouais, Ouais, on a J'en ai bossé j'ai jamais vu un aussi. peu, on a un peu bossé, hein. On peut rien Ah, lui cacher. Renardo et Suricate. Ouais, ça sonne moins, ouais, Ça savait pas. c'est moins, comment dire, ouais, ça le Ah, fait moins, quoi. l'association sonne bien, ouais. Voilà, donc on a Ah essayé non, parce que lui, Renardo et Pierre, il a Elefanto, bien choisi le renard. Renardo hippopotamus. Ouais. Non. En gros, Alors là, donc, c'est en un gros, peu pour, l'histoire. comment dire, c'était un peu pour vous charrier. Oui. Bah, c'est nickel. Benoît, t'es là, mon ami? Style live. Benoît, attention. Ah, il est silencieux, il s'occupe du live, on Ah va ouais, pas trop l'embêter. pas le Bah, on va déranger. commencer un petit peu. Moi, j'ai un gros décalage, Ah donc oui. malheureusement, je suis contraint de Voilà. ne Pourtant, pas c'est pouvoir marrant. parler. Je vois Ouais, en non, direct. sinon c'est nickel, hein. Il n'y a pas de décalage pour nous, mais il n'y a pas de souci. Mais si tu avais une Non, non. question, même si tu les connais bien, tous les deux, mais Mais je le connais, finalement, on s'est croisés au salon de la photo, hein, parce qu'à la base, finalement, Eric, on s'est croisés aussi, mais on se connaît plus vis-à-vis, limite, par le téléphone ou nos photos ou Oui, ou les l'agence. réseaux, ouais, ouais. Que... Et Benoît devait nous rejoindre cet hiver, et ouais, voilà. Et malgré voilà, les impondérables, comme la connexion. Malheureusement. ouais, malheureusement, ouais. Alors, C'est on ça. s'en excuse encore une fois pour toute l'audience qui a attendu plus d'une heure. Malheureusement, après on essaie de faire au mieux, on voulait pas l'annuler, c'est pour ça que ça a pris autant Ouais. de temps. Mais maintenant on est là, c'est qu'on va passer
On va passer de suite à vos photos, les gars, pour que vous puissiez un peu partager, Sans transition. voilà, sans transition, exactement. Et on va basculer avec le partage de vos photos. Le temps que ça se Pierrot, mette en tu veux place. prendre la main? Ouais. Ben, moi, ça y est, je suis logiquement prêt. Ouais, je pense que ton screen, il va se mettre dans 2 petites secondes, puisqu'on va changer, hop, de page. Ok. Après, s'il y a des questions sur qui est Renard, Ouais, voilà, on peut partir sur les le mec, il va questions. passer 1 heure sur. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Un vaste sujet, hein. Ah ouais. C'est philosophique presque. Rigole, mais on a fait un salon en octobre dernier. Les gens, 3 quarts du temps, trouvaient qu'il était Ronaldo. Ouais. Ah ouais. Il était physionomiste. Voilà, c'était uniquement sur du physique, hein. Ah, le critère, quoi. Le délit de faciès. Je l'ai pas mal pris, mais Oui, parce que c'est peu finou et petit bateau aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, Benoît? Si tu peux nous dire un petit peu s'il y a des questions en attendant qu'on prépare le visuel. Parce que je veux pas qu'il y ait de quoi. Oui, il y a des questions, mais je suis en C'est pas décalé, grave. donc Nous, on t'entend malheureusement, nickel, par contre. Il n'y a pas de souci. j'ai un peu du mal Il n'y a pas à. de souci. Nous, on t'entend nickel. c'est le principal. Quand vous avez des questions là, vous Nous, on m'entendez t'entend bien nickel. pour le coup là? Juste si tu as des questions un petit peu sur le live, ça serait bien. Ah oui, 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 alors peut-être, alors ça c'est la question, on sait pas, on sait pas. Pourquoi vous avez quitté le collectif Objectif Bassin d'Arcachon? Alors c'est peut-être personnel, c'est une question un peu. Moi, je veux savoir qui a posé cette question. Je voudrais pas. C'est quoi? J'ai presque envie de deviner qui c'était. Je veux pas remuer Ça la main. charrie, Si y en avait, hein, je sais pas du tout. Hein. Parce Non, qu'on y non. est plus sur le bassin. Je crois. Ouais, ben en fait, oui, ouais, déjà bonne réponse, Pierrot. Mais je pense que ouais, à l'époque où on y était, c'était en 2000, je dis pas de bêtises, jusqu'en 2016, 2015, 2016. Voilà, Ouais. on faisait des photos sur le bassin. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à voyager, voilà, je parle pour moi, mais Pierrot, je pense, on m'a rejoint là-dessus, mais tu commences à voir d'autres horizons, Oui, d'autres oui. ambiances, d'autres lumières. Et en fait, à un moment, tu arrives et tu as l'impression d'avoir fait le tour du bassin, même s'il y a énormément Même si de c'est un et très bel endroit. Ouais. voilà. On a une région qui est magnifique. Mais à un moment, ouais, à titre perso, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que je, voilà. Et c'est pas le genre de paysage ou entre guillemets d'ambiance que je cherche le plus. Donc, partant de là, tu vas voir ailleurs et forcément, tu te dis, voilà, ok, j'ai fait des photos du bassin à l'époque. Le collectif, ça a été un moment, un très bon moment, une belle parenthèse. Très bon Et moment. ensuite, bon, autant, voilà, on a une suite, on va Ok. dire. En tout cas. Non mais de toutes les façons, c'est un ami hein, qui vous a écrit ça, donc il n'y a pas de Ah souci. ouais, Ah ouais. bon, on le savait. Mais Il je était sais bien qui renseigné. Il n'y a pas de Et problème. Pierrot Si je suis un peu en direct, pour le coup, on va pouvoir attaquer sur vos premières photos. Pierrot, tu voulais répondre Ok. aussi ou... Non, non, c'est bon, non, on va. Attaquons, attaquons. Oh, quoi, tu mets le sujet sous le tapis ou quoi? Ah, le bâtard. C'est le plus gros des sujets. La pépite. La Là, pépite. c'est parti. On est Pierre bon. ou Nico, si vous voulez attaquer un petit peu sur la première, Allez. première Ouais, photo, mais, comme ça, on commence. on part en Donc, voyage voilà, pour avec le coup, vous et puis on vous écoute religieusement. ça roule. Alors, c'est une première photo de moi, du coup, qui nous lie aussi avec Nico pour la simple et bonne raison qu'elle a été prise le jour de son anniversaire. Le soir. D'accord. Ah oui, le soir, exactement. Voilà. Donc, c'était une des premières fois qu'on était, la première fois qu'on était ensemble en Laponie. Ok. Là, on est en Finlande, sur une colline assez mythique. L'hiver revenu, quand les conditions sont bonnes, elles sont relativement souvent sous couvre de neige. Mais genre, voilà, comme vous pouvez voir sur la photo, là, c'est sous couvre de neige. Donc, tu as tous les sapins de base, les épinettes, tout ça, sont recouverts entièrement de neige. Et les conditions sont telles que on ne trouve pas ça partout en Finlande. Voilà. Finalement, il y a assez peu d'endroits où ça se produit. D'accord. Donc là, on n'est pas loin de la frontière russe. Hein, donc, en fait, derrière les sapins, on voit une ligne d'horizon. La Russie est à 10-15 km plus loin. Là.
Donc vous voyez, il y a une petite lumière. Bon, il y a la lumière du fond, évidemment, parce qu'on était monté pour les aurores. Donc on a une timide aurore ce soir-là, mais on l'a eu. On l'a eu. Et puis après, vous voyez aussi qu'il y a une lumière assez forte qui éclaire les sapins en premier plan. Ouais. Et en fait, c'est mon acolyte grillardin Nico qui est en train de faire cuire une grosse entrecôte au feu de bois. C'est pas des conneries. Ah, c'est pas des conneries. Bah non, on est pas des Le conneries. barbecue par moins 20. Voilà, donc du coup, il était en train de nous faire à manger. Et puis voilà, puis j'ai commencé à. On se faisait déjà 1 ou 2 jours qu'on avait repéré le spot. Et puis j'ai commencé à bouger un petit peu et je sais pas loin, là, je suis à 15 mètres du feu et puis j'ai vu la petite cabane. Alors, pour l'info aussi, ce que je vais tout dire, ce sont des toilettes cabane sèches. Ce sont des toilettes sèches. Donc ça fait un petit moment que les gens ils sont pas allés du coup. Donc l'idée c'était pas aller faire sa commission juste avant, sinon ça allait gâcher un peu la photo. Donc j'ai bougé un petit peu, là j'ai vu que l'aurore commençait et puis en fait la photo je crois qu'elle parlait, enfin la situation était parfaite, quoi. Il y avait le feu qui éclairait le premier plan, les sapins, la petite cabane au milieu qui était recouverte de neige, le ciel était très étoilé, ce qui en Finlande, on en reparlera, n'est pas forcément le cas. On a des ambiances grises, la placasse, comme on aime l'appeler, toute la journée, toute la nuit. Donc là, voilà, il y avait rien de ça. L'aurore a commencé gentiment. Ça sentait bon la barbaque. Et je me suis installé le trépied et franchement, je pense qu'il y a 15 secondes de pause. Je dois être au 14 mm, 3200 ISO là pour les techniques. Et voilà, et la photo est apparue vite. Et c'est le genre de photo où quand tu l'as à l'écran, voilà, tu sens que tu tiens une bonne photo. Et ça m'est pas arrivé quand même très très souvent. Et Au niveau de température, vous étiez à combien là? Il y a une question de Nicolas Chopard. Bon, on doit être dans les moins 20, ouais, quelque chose près. Ouais. Voilà, Nicolas. Température. Sinon, le gars. Il y a Stéphane Moll qui dit que c'est les plus beaux WC qu'il a jamais vus. Il y a Aurélien Lamblot qui dit magnifique cette photo, les paysages hivernaux sont vraiment à part. Voilà, les petits commentaires qui sont, il y en a pas mal qui arrivent. Il y a même la Réunion, il y a même quelqu'un de la Réunion qui vous suit. Il y a Jérôme Champagnat qui est là, bonsoir. Yannick Le Godec, comme ça. Ah, il est là, Rania. Rania Rock. Salut Rania. Il y a sinon, bonsoir David Duchamp. Hop, qui est là. Il y a qui Stéphane d'Arcachon, bon ça on en a déjà parlé. Il y a Bastien Chapouton, bonsoir. Hop là, Thomas Motourou. Bonsoir à tous, merci d'être sur le live. Bonsoir à Thierry Bonaudet qui vous dit superbe les gars. Ça fait que voilà. Là pour le coup, il avait neigé il y a pas longtemps pour cette photo là que ça soit vraiment marqué, enfin que les sapins soient vraiment recouverts de neige. Il avait neigé pas longtemps avant, mais en fait, c'est ce qui est le plus important. On l'a remarqué avec les années, c'est qu'il faut que les conditions perdurent, c'est-à-dire de froid et de neige. Et le souci qui arrive de plus en plus maintenant, c'est qu'il y a des petits redoux. Ils sont légers, hein. Il suffit de 0, 1, 2 degrés avec un petit vent. Et en fait, ce tableau-là idyllique, il s'en va en une journée, quoi. Vous pouvez mettre des semaines à... En une journée, voilà. Ouais. Voilà. Et donc cette année-là, on l'a remarqué, puis on le voit maintenant quand on y revient chaque année, les conditions étaient vraiment parfaites. Ouais. Non, on s'en rend compte. Et là, pour le coup, vous dormez où? C'est dans quel cadre? Il y a un hôtel derrière? Vous dormez dans un bivouac? Vous dormez comment un peu? C'est quoi Non, alors là, en fait, c'était une connaissance de Nico à la base. Il avait un projet avec un gars là, Arnaud. Et donc on a repéré du coup la Laponie pendant 3-4 semaines. Et en fait, on lui avait loué un 4x4 avec une cellule derrière. Ok. Donc c'était génial parce qu'on était à chaque fois qu'on a bougé en Laponie, enfin jusqu'au Lofoten, on se posait où on voulait et plus près des spots. Et pour le coup, Nico, là, tu n'avais pas ta voiture parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu avec Check My Dream. Tu avais ta voiture et tu partais en Laponie tourner mais je des mois entiers. Jusqu'à l'année dernière, mais le fameux Scrat, parce qu'en fait, j'ai eu deux 306 qui m'ont suivi jusqu'en Laponie. La première, elle a fini à la casse suite à un accident. Bon, rien de méchant, mais on va dire, elle était morte. Et deuxième,
eh ben, elle nous a conduit tout l'hiver dernier entre nous, entre guillemets, parce que des fois, nous, on y reste à titre perso, en dehors des voyages photos. Et j'ai ramené la fine équipe, là, Yannick, il y avait Fred, enfin bon, là, je passe, Clément, Pierre, et tout ça, c'était la fine équipe. Et en fait, la voiture, on les a déposées à l'aéroport et elle est morte. Et donc, depuis, de ramener une voiture. Voilà. Ben non, elle a fini dans une casse, pareil. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai plus de voiture, mais j'avais jusqu'à présent un véhicule là-bas, ouais. C'est Ouais, ça. ça charrie au niveau de la bagnole. Hein. Eh ben, figure-toi que la 306, 306, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Ouais, bah, ça charrie. Hein, Le mec, sur le il est live. sponsorisé Peugeot, quoi. Ouais, bah, les gars, ils sont au courant. Hein. Il y a pas mal de monde qui arrive au fur et à mesure et qui parle justement de la fameuse, Pour le fameuse coup, Peugeot. il y a une petite question technique par rapport aux objectifs. Est-ce que vous les réchauffez ou est-ce que vous avez des petits systèmes pour les tenir au chaud? Non, bah, le mieux, c'est que quand tu es dans le froid et le sec, parce que là, c'est hyper sec, hein, bah, tu y restes. Donc, ton objectif, il est dehors depuis un moment, il est glacé, il est sec, et du coup, il n'y a pas de souci de condensation ou quoi que ce soit, quoi. Après, effectivement, si jamais tu mets un peu d'humidité dessus, bah, là, il y a des soirées, même à la colline, justement, où au bout d'un moment, mais ça givre de partout, quoi. La lentille, ça va. Ah ouais. Mais sur le coup, non, tu es dehors depuis un moment, voilà, la température baisse, le matos commence à avoir froid, mais ça se passe bien, quoi. Au bout d'un moment, ça, oui, l'affichage cristaux liquides et tout, bon, on commence à prendre en pète, hein, mais ça va. Ok. Ça tient. On Ouais, enchaîne avec une deuxième de photo. Ouais, vas-y. Moi, j'allais dire, Alors, sinon, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui arrive au fur et à mesure. Jérôme Champagnat, bonsoir. Virgile Wertz, bonsoir. Il y a Pierre Rollin, bonsoir. Thierry Toussaint. Guénolé Tréouel. On va passer à la seconde. Oui. Allez, on va passer à la seconde. Comme ça, vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Alors, celle aussi, elle est encore de moi. Après, on passera à Nico un peu. Et on était encore ensemble. Donc, j'ai une autre passion que la photo, c'est la météo. Depuis tout petit, là, je voulais être météorologue, mais j'étais pas mauvais à l'école. Mais en fait, pour l'entrée à l'école de météo, j'étais complètement nul. Hein. Donc voilà, je me suis résolu à faire autre chose. Toujours est-il que voilà, ça me passionne. Donc, les orages, notamment, tout ce qui est phénomène climatique. Donc là, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. Là, donc ils annonçaient des orages. Il y en avait assez souvent d'ailleurs cet été-là, là, dans le coin. Et donc il y a eu alerte orange et compagnie. Donc voilà, comme d'hab, tu regardes les modèles, MyFin, savoir un peu où c'est censé se développer. Et puis j'avais capté que la dune du Pilat était un bon spot. Sachant que de base, donc la dune du Pilat, c'est là, on est en haut là, de la dune, en Gironde, bord de l'eau. Donc de base, c'est un bon spot parce que il n'en reste pas moins de très dangereux, là, vu que tu es tout seul avec ton trépied sur un tas de sable. Mais par contre, t'as la vue à 360. Et il s'avère qu'en plus, il devait se passer quelque chose par là. Donc j'ai appelé Nico, je sais plus si c'était la veille ou le jour même, je lui ai dit, bon, ben là, je me motive, je vais sur la dune. La veille. Ouais, la veille. Je vais aller te chasser et tout, voir ce que ça donne. La dune est quand même un des spots mythiques du coin. Et donc, on y allait tous les deux. Et on s'est posté là, donc on est arrivé 3-4 heures avant, histoire de bien repérer. Les avaient annoncé comme d'hab, c'était en fin de journée, début de soirée, les orages. Et puis, donc moi je suivais les applications, le radar, et on voyait que ça passait, ça se formait, mais bien au sud. Et puis, le ciel était tourmenté au-dessus, mais c'était pas ça du tout. Et à un moment, il y a une cellule qui est apparue assez au sud de notre position. Au loin, on voyait une espèce de nuage assez bas. Mais genre comme une nappe de brouillard. Enfin, il était assez fin. Enfin, voilà. Donc je me suis dit tiens c'est marrant. Et en fait il remontait, il était pas comme les autres, il remontait plein nord. Que tous les nuages, les averses allaient plutôt vers le nord-est. Et donc on l'a vu se former petit à petit. Et puis sur le radar je voyais qu'en fait les précipitations devenaient de plus en plus fortes. Donc là c'est la fin de journée. Vous voyez à droite le soleil se couche, donc il doit être vers 20h à peu près, 20h, 20h30. En fait au fur et à mesure que l'orage s'est approché, mais en fait, l'Arcus s'est formé, là, donc cette espèce d'énorme nuage en rouleau, et avec des faits, dans les ciels, c'était complètement fou là, les formes que ça donnait au nuage avec les lumières.
Et donc on voyait que ça s'approchait, donc on était les deux, donc il y avait personne sur la dune d'ailleurs, il y avait que Nico et moi. C'est des trépieds. Nico s'est résigné, je sais plus pour quelle raison, à filmer la scène. Et moi je j'ai shooté. Alors en fait, prendre des orages, soit la nuit, vous pouvez faire une pause longue et puis voilà, vous risquez d'avoir un peu de chance et en 20 ou 30 secondes, l'éclair va s'imprimer sur le capteur. Soit vous êtes en plein jour et vous avez une cellule là, à déclenchement automatique. Malheureusement, je n'avais pas. Donc en fait, tout le temps, je faisais des pauses d'1 seconde et je shootais. Là, les réglages, ça a été assez chaud parce que j'avais pas de filtre d'ailleurs. Et la lumière du jour était toujours assez forte. Voilà. Donc tu as répondu à pas mal de questions en fait. Ouais, voilà. Donc ça a été compliqué. Il a fallu trouver le réglage magique pour pas cramer la photo, pour que si un éclair apparaissait, j'allais le voir. Et donc je crois que je suis à F13, ISO 100, parce que j'essaie toujours de shooter à ISO 100. Et puis voilà, je dois être à 1 seconde à peu près. Parce que plus, je me cramais la photo. Donc j'ai dû faire 300 photos comme ça. Alors, c'était compliqué parce que la précipitation était vraiment dense, ça se voit juste derrière l'Arcus. Et du coup, ça pétait à fond, on voyait des flashs de partout, mais c'était toujours derrière. Et ça, il y a une fois où voilà, l'éclair est tombé dans l'océan au-dessus. Pile poil au moment où. Ouais, oui, c'est ça, parce que bon, après, je shootais tout le temps. C'était 1 seconde, hop, j'arrêtais, clac, je shootais, donc on va en perdre évidemment, mais bon. Donc c'est la méthode, voilà, à l'ancienne, mais ça a fait ses preuves. Et du coup, on est resté jusque pratiquement au dernier moment. La vidéo le montre, je sais plus où elle traîne sur Internet. Ouais, sur YouTube. Pratiquement au-dessus. Et puis après, voilà, pour ceux qui connaissent les orages, Pierre, t'as une vidéo là, par rapport à ça? Ouais, mais Nico, je sais pas. Elle existe. Si tu l'as, elle est quoi? Elle est sur YouTube. À la rigueur, on peut la partager s'il faut. Ouais. On peut partager, ouais. Si Nico, tu la retrouves. Ouais, ben là, j'y vais. Ouais, voilà, comme ça. En attendant, comme ça permettra un petit peu de voir un petit peu de la vidéo. On va essayer de vous envoyer ça comme lien. Nickel. Au niveau des questions, il y a du monde qui demande un petit peu. Alors il y en a qui demandent par rapport à. Bon. Il y a Stéphane Marcachon qui dit que c'est l'escroquerie et Photoshop. Oui, donc je pense. C'est vrai que vu la taille de l'éclair, j'aurais pu le rajouter très facilement. Même si je suis mauvais à Photoshop. Photoshop. Ça se voit un petit peu, ouais. Enfin, on voulait pas vous le dire, mais bon. Après... Ah, mais c'est vrai. Je l'avoue. Mais je pense qu'à la vidéo, on le voit tomber en plus. À la vidéo, il me semble qu'on le voit tomber. Ouais. Il y a Florence Lefranc. Alors, oui, on voit les flashs, ouais. Arrivez-vous à vivre de votre passion? Voilà, c'est une question qu'on aurait pu poser à la fin de ce live pour les questions-réponses, mais on va profiter comme ça ne va pas se perdre dans. C'est la question à $1 milliard de dollars chez les photographes. Donc, depuis le début, quand j'ai décidé de m'y mettre vraiment, c'était la question. Est-ce qu'il y a un moment où c'est la passion et tu fais ça pour le plaisir, et puis après, si tu veux en vivre, il faut que ça rapporte quelque chose. Et on sait qu'en paysage, je sais, et ceux qui en font le savent, c'est pas le plus rémunérateur quand même. Donc, j'en vis de mieux en mieux. Voilà. Après, problème avec le paysage, c'est pas un problème. Hein. C'est qu'il faut être sur tous les fronts. Faut vendre au magazine. Si tu peux faire un livre, quelques années, se diversifier, faire des expos, vendre des tirages. Et après, quand t'es venu l'agence, évidemment, oui, je pense qu'à terme, c'est la rentrée d'argent avec la photo se fera pratiquement exclusivement avec l'agence. Oui, c'est sûr. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, je pense que ça a toujours été compliqué. Mais l'avènement du numérique et tout ça, les micro-stocks sur Internet, c'est très compliqué, c'est clair. Donc il faut se diversifier. Voilà, se diversifier. Voilà, comme ça, on a répondu à la question. Comment s'appelle, de Florence Lefranc. On remercie. On va passer à une autre photo, comme ça. J'ai mis le lien. Tu l'as trouvé, Nico? Ouais, je viens de le mettre. Ah, c'est nickel. Je vais la partager. Hop, pour ceux qui demandaient une petite vidéo, vous allez sur le live. Je vous la mets sur Facebook. Benoît peut-être la mettra aussi sur YouTube. Voilà, comme ça, le lien, si vous voulez voir un petit peu en vidéo ce que ça peut rendre. C'est Pierre, hein, c'est toi qui l'as faite, hein, la vidéo. Hein. Ouais. Non, c'est Nico qui a filmé. Ouais, moi, j'ai filmé et Pierrot, il faisait... Pardon.
Oui. Moi, j'ai mon petit tableau rouge. C'est marrant parce que le lendemain, du coup, dans la nuit, on a contacté les journaux locaux, genre Sud-Ouest, Dépêche et compagnie. Et j'ai bien spécifié que ce soit lui qui apparaisse comme l'auteur de la photo. Et ils m'ont mis en moi. C'est ça, salaud. Ouais. On a piqué la vedette. Bon, bref. Ouais. Ajouté sur YouTube. On passe à une autre Voilà. photo, les gars? Sans transition, on va passer à Nico, du coup. Ah, 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 ah ouais. Ah ouais. et ouais. Ah ouais. Ça, c'est la photo d'une vie, ça. Faut dire, ben oui, voilà, je l'ai dit en 2 mots, hein, c'est photo d'une vie, quoi. Alors, faut savoir que là, on est pour situer un peu la scène. Donc, c'était l'éclipse totale aux États-Unis le 21 août 2017. Et il faut savoir que c'était ma 3e tentative. Avant ça, j'avais fait l'Islande en 2015 et la Réunion en 2016. Et à la base, l'idée derrière cette photo, parce que c'est une image en fait, contrairement à la plupart des images que je fais où je vais sur le terrain dans certaines conditions qui me tiennent à cœur et je vais sortir des photos, je vais essayer de faire quelque chose. Là, c'est une image dont je rêvais depuis des années en fait. C'est-à-dire que tu vois des fois défiler des photos ou des choses et tu te dis, putain, il y a quelque chose à faire, quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé en 2015 en me disant, est-ce que je peux arriver à faire une photo de la même manière que je la retranscris dans ma tête. Donc voilà, en 2015, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, 2016 non plus. Là, je vais aller à l'essentiel. Vraiment, je vais parler que de la photo parce que derrière, il y a un gros backstage et j'ai tout mis sur un article. À la limite, on mettra le lien si tu veux après, Eric. Ouais. Et pour Bien sûr. revenir sur la photo, ouais, voilà. Donc ça a été l'idée, c'était de retranscrire en fait vraiment une vision que j'avais en ayant cette éclipse au dessus et un personnage humain. Vraiment avoir quelque chose de très simple, très épuré. Voilà, mais ce qui se passe des fois entre l'idée que tu as et la réalisation, il y a un gap. Et d'où les 2 éclipses que j'ai faites avant qui ont été des apprentissages en fait pour en arriver là. Sachant que celle-ci, avant que j'arrive à la faire, j'ai pas de garantie parce que faut bien se rendre compte, de la même manière que Clément en a parlé la dernière fois, tu as un gap qui se passe où tu as allez, 5-10 minutes où l'éclipse, elle est entre le moment où elle est presque totale, et elle revient, de nouveau, elle se redécouvre. Donc, si tu veux, 10 minutes avec des réglages que tu connais pas, l'endroit où tu connais, mais bon, tu sais pas comment les choses peuvent évoluer, il y avait du monde, c'était particulier, et surtout que c'était ma première éclipse totale. Donc, du coup, tu as le flot d'émotions qui arrive, tu dois te concentrer sur faire la photo. En même temps, comme expliqué la dernière fois Clément, tu es au talkie-walkie, parce que là, on voit pas, on ne rend pas compte, mais moi, je suis à 400 mètres de la personne, là, 300, 400 mètres. Donc, tu as géré les réglages, géré l'émotion, géré la personne en même temps avec le bâton. Donc, tu as tout un... Et tu as l'impression que ce moment-là dure en fait une minute 30 pour le moment. Et alors, pour la petite anecdote, moi, j'étais arrivé en Oregon un mois plus tôt, en fait, par le biais d'un bénévolat dans un ranch. Et j'avais choisi cette zone-là parce qu'en fait, c'était le moment de l'éclipse, du passage de l'éclipse, où elle serait le plus bas au niveau de l'horizon. Là, en fait, elle est quasiment 40 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, ce qui commence à être pas mal au niveau de l'angle. Et plus elle est à l'avancée dans l'heure, et plus elle va être au zénith. Donc, en fait, pour réaliser ce genre de photos, ça va être quasiment voire impossible. Et du coup, j'étais arrivé en Oregon, j'ai fait des repérages, j'ai repéré ce fameux parc national qui s'appelle Smith Rock. Et ce qui est marrant, donc, c'est que pendant plusieurs jours, donc moi, je l'ai arpenté solo, et la jeune femme qui m'a accompagné, Marie, là, qui m'a rejoint quelques temps plus tard, m'a aidé à faire les repérages, et tous les jours, on faisait la mise en scène, pour dire le placement du bâton, à telle heure, à tel endroit, l'ombre, et ainsi de suite. Et donc, plus le jour arrive, plus l'heure approche, et plus tu as la pression, est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis bon, sachant que j'ai pas aucune notion de réglage, parce que autant tu as des notions sur les réglages de photos, sur les aurores, tu fais tel ou tel sujet, mais les éclipses, aujourd'hui, tu cherches sur Internet, il n'y a rien sur comment photographier une éclipse. Et le peu de personnes que j'avais contactées ne me répondaient pas, en fait. Donc, ou ils voulaient garder ça pour eux, ou je sais pas. Donc, du coup, j'ai dû faire un peu au jaugé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait au jaugé. J'avais du coup l'intention d'avoir les 2 sujets nets. Donc, j'ai gardé cette histoire d'avoir un F assez large. Là, j'étais à F13, je crois, F11, F13. Ouais, et parce après, qu'il y a pas mal de monde qui demande un petit peu les exifs en fait de. alors les exifs,
sur cette photo, c'est F13, mais je suis à peut-être un cinquantième. Mais la photo suivante, parce que la luminosité décroît à chaque seconde, en fait. Donc, tu es censé t'adapter. Et donc, entre la première et dernière photo, tes exifs, elles n'ont rien à voir. Tu commences peut-être à un millième et tu finis à un dixième. Puisqu'à un moment, à la fin, tu es en totalité. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de rester sur ton focus, ton cadrage et ton F. Et le reste, c'est juste adapter ta vitesse d'obturation en temps réel. Voilà. Donc, c'est ça qui est délicat. Et en même temps, du coup, tu dois gérer donc le sujet et toi, éventuellement, te déplacer s'il y a besoin pour ajuster ton cadrage. Et là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur cette photo-là. Donc, moi, je guide Marie, sachant qu'elle, en fait, on voit pas, mais tu as un aplomb derrière de quasiment, tu as 150 mètres de vide. Alors, moi, j'aurais pas pu le faire, ce qu'elle a fait. C'est-à-dire se mettre derrière comme ça, enfin, au bord d'une falaise, avec un bâton et pas voir derrière. Du coup, et ce qui était marrant, devant elle, il y avait des gens qui la voyaient. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toute seule devant son. Parce que, à ce moment-là, les clips aux États-Unis, et tu avais, je crois, en Oregon, quasiment 500 000 personnes qui s'étaient déplacées. Donc, Smith Rock était blindé le matin. Et un peu avant l'éclipse, en fait, c'était noir de monde. Donc, nous, on avait trouvé ce spot, ça. J'avais décidé de m'arrêter à cette idée-là, mais c'était noir de monde. Donc, en fait, tu pouvais pas te déplacer autant que tu voudrais. Donc, tu avais du monde partout. Et ce qui était marrant, c'est que le matin même, j'ai croisé un photographe qui est assez connu, enfin connu, qui est très connu, qui s'appelle Michael Sandblum, pour les intimes. Ah oui. Michel. C'est américain, lui. Je le crois sur le sentier, en fait, à l'arrière, parce qu'on s'était tous mis, tous les photographes s'étaient mis à l'arrière de la montagne pour avoir en fait cette idée de photo avec un personnage. Et donc moi, j'avais l'idée d'intégrer un personnage humain et tous avaient plus ou moins la même idée, mais on le savait pas entre nous. En fait, il y avait 3 équipes. Et tu avais aussi l'équipe de Chris Burkhardt. Lui, j'avais croisé 3 jours plus tôt et je me dis, attends, mais le mec, je le connais, je l'ai vu où, lui, quoi. Et en fait, ils étaient en train de faire des repérages, il y avait les drones, les caméras et tout. Et eux, ils avaient l'idée d'intégrer en fait un mec qui fait de la slackline, carrément avec l'éclipse au-dessus. Michael, eux, ils avaient mis un mec avec une corde, et Marie et moi, simplement avec un bâton. Donc c'était marrant de voir toute l'agitation qu'il y avait derrière le rocher, et tout le reste, tous les gens entre guillemets normaux, enfin, qui avaient juste envie de le voir, c'était mis de l'autre côté de la montagne, tu vois. Donc nous, en fait, on n'a pas vu le début d'éclipse, parce qu'on était côté montagne, jusqu'à 10h, 9h, ouais, 10h moins le quart, puisqu'on était derrière la montagne, dans l'ombre de la montagne, on était cachés. Et je voyais pareil par Toki, Marie qui me disait, oh, c'est fantastique, il y a du monde, les gens crient, et tu les entends crier, et toi tu vois rien, et toi t'es là, qu'est-ce que je fais, ça arrive. Et on commence à faire des photos, et à ce moment-là, j'avais mis un énorme filtre, parce que si tu fais des photos de soleil de face, ce qui va se passer, c'est que potentiellement tu vas cramer ton capteur. Donc j'avais mis moi un énorme filtre, je crois l'équivalent d'un 1 des 1000, et en fait je me rendais compte que le rendu était vraiment dégueulasse, et je me suis dit bon, mais perdu pour perdu. Qui demande des questions au niveau du matos et justement au niveau des filtres. Ouais, alors je finis sur le filtre, et perdu pour perdu, je me suis dit ben, j'enlève le filtre et je fais des photos, et en fait j'ai enlevé le filtre, le 1 des 1000, et j'ai shooté. D'ailleurs j'ai cramé mon capteur, donc depuis j'ai une tache noire tout le temps, voilà. Et j'ai fait mes photos en fait les 10 dernières minutes, c'est là où il y a le moins de luminosité. Et ce qui est le plus intéressant, notamment ce qu'ils appellent ça le diamond ring, ce qu'on peut voir là, l'espèce de faisceau là qui part comme ça. Et ça, tu l'as vraiment à la fin de vraiment les 2 minutes avant la totalité et les 2 minutes après la totalité. Parce que ça va très vite. Là, tu as la totalité qui va durer 1 minute 30, 2 minutes. Et vraiment, la période qui précède et qui suit la totalité, où tu as cette espèce de halo et de diamond ring qui est juste magnifique. Et c'est là où c'est ça qui m'a intéressé le plus. Après, au niveau des réglages, voilà, si vraiment les gens veulent s'intéresser à ça, il faut aller sur l'article que j'ai rédigé, parce que comme je l'explique, les exifs, à chaque photo changent, puisque la lumière change. Donc, en fait, l'idée, que moi, en fait, j'aborde, c'est entre chaque photo, tu descends de 2 diaphes. En gros, tu te passes de 1 centième à 1 cinquantième à 1 vingtième, ainsi de suite, entre chaque photo. Voilà. Donc voilà. Après, il y a le choix de la balance des blancs. Donc moi, je l'ai volontairement mis plus vers l'orange. Je voulais un peu plus ce côté stellaire, solaire, on va dire. Et après, au niveau de la focale, c'est toujours pareil. En fait, c'est de dépendre de l'intention. Moi, je voulais depuis le départ intégrer un élément humain, avoir l'éclipse assez grosse. Donc du coup, là, j'étais sur un 400 mm. Mais il y en a qui font des photos au 800 mm, donc qui en font au 100. Donc déjà, c'est de déterminer l'intention derrière la photo. Et puis il y en a qui vont faire des photos même au 16 mm où tu vas intégrer l'éclipse.
Nicolas, j'ai mis le lien justement de ton article qui est de comment photographier une éclipse solaire. Ouais, Donc, voilà. comme ça, tout le monde aura, Ouais. on va dire, le détail, que ça soit matos, que ça soit voilà, tous les réglages que tu dois faire. Je l'ai mis sur le live. Voilà. Et pour, oui, je disais, par rapport aux exifs, ouais, c'est délicat voilà, c'est pas il n'y a pas un exif figé, type à tel moment. Là, l'idée, c'est en fait, tu prends un exif de base et au fur et à mesure que la luminosité descend, ben, tu descends ton diaph. Et après, voilà, tu changes pas ta focale, tu changes pas ton cadrage, tu changes pas ton F parce que c'est le meilleur moyen de chier ta photo. Sachant qu'après, comme l'a expliqué un peu Clément la dernière fois, tu te retrouves à courir dans tous les sens et soit effectivement, tu le fais un peu au feeling, donc là, c'est osé. Soit, ben, quand c'est ta première éclipse, tu vas sur ton shoot et tu respectes ton cadrage, ta compo et t'en bouges plus. Et sachant que j'irais même jusqu'à pousser le raisonnement encore plus loin, vu justement l'éclipse qu'on a faite avec Clément récemment, où je pense qu'on peut shooter une éclipse à main levée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, sur mes dernières photos à Oman, à la fin, je suis à 1/3 millième de seconde, alors que j'ai un 600 mm. Donc, tu prends la règle des 1 pour 1, il n'y a pas de problème, quoi, en fait. Donc, et l'avantage de shooter du coup à main levée, c'est que là, pour le coup, tu peux partir en freestyle et courir et partir à droite à gauche. Contrairement à un trépied où là, tu es posé, voilà. Ok. Bah, il y a pas mal de gens qui te félicitent en tous les cas. Ouais, là sur le live, c'est vraiment voilà, tout le monde est. Il y a Arnaud Maupetit qui te félicite et qui dit que c'est une tuerie. Et on est bien après, d'accord. je voudrais rajouter une chose par rapport à cette photo. Avec Pierrot, entre nous, on a un petit espèce de dialecte. Tu vois, quand on est classement, on se dit ça c'est une très bonne photo, ça c'est une pépite, ça c'est voilà, photo à concours. Et ça c'est une photo, je sais que j'en ferai 10 dans ma vie. En fait, c'est une photo là, il y a l'histoire, il y a le rendu, il y a tout. Enfin, tu vois, des photos comme ça, j'en ferai voilà. Si j'en fais 10 dans ma vie, comme dirait Thierry Roland, après je peux partir, tu vois. Ouais. Et il y a comme ça, il y a quelques photos dont je rêve et qui vont me demander des mois, des années de travail, je pense, parce qu'entre le moment où tu l'imagines dans ta tête et le moment où tu la réalises, voilà, l'aspect technique, l'endroit, le rendu, donc je fais le con. Ah, ouais, ok. non, c'est une photo, ouais, je peux le dire, ouais. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, les gars. Fais le con, ça arrive pour le vrai. Non. Non, mais par contre, ouais, il y a sur le live, il y a vraiment beaucoup de monde et franchement, ils sont tous épatés par les photos. Okay. Ça fait que malgré le retard qu'on a eu, il y a quand même des. C'est pardonné. Allez. Interviewé à moitié pardonné. Ouais. Bravo. Ça. Donc voilà un peu la story derrière cette photo, sachant que voilà, si vraiment les gens ça les intéresse, sur l'aspect technique, il y a l'article et sur l'histoire derrière cette photo, il faut aller, pareil, j'ai rédigé un article où j'explique l'intention, d'où je suis parti. Ben voilà. Ça c'est un peu une autre photo que j'ai réalisée pour étoffer mon propos. Ça c'est une photo que j'ai réalisée au Chili l'année dernière avec Karine, qui doit être dans le coin là. Coucou Karine. Et là, c'est exactement autant, là, ça c'était en 2019. Donc du coup, l'idée c'était de valider en fait cette espèce d'intention technique, où là tu te concentres vraiment sur, vous devez valider ce process où tu baisses tes diaphs entre chaque photo. Et du coup, j'avais pas une idée de précise de photo. Je voulais pareil intégrer un élément humain, l'éclipse. Et donc on avait fait des repérages, même principe. Et sauf que là, vraiment la photo avec les deux mains comme ça, c'est pas voulu. Parce que ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en fait là je crois que je suis au 400 mm pareil, mais la photo est croppée, donc c'est équivalent quasiment peut-être d'un 800, mais elle est minuscule. Donc moi je la guidais par talkie-walkie et ça se jouait de l'ordre du pas. Et entre le moment où elle fait un pas, ben, l'éclipse a diminué, donc moi il faut que je rehausse le trépied ou je baisse. Enfin ça se joue dans la seconde. Donc autant dire que ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est focal, composition et tout, ces trucs, faut pas jouer là-dessus. C'est-à-dire que tu arrives, tu as ton truc en tête et tu te concentres vraiment que sur la mesure d'exposition. Et après, accessoirement, si tu as un modèle, la guider, parce qu'elle elle est là avec ses lunettes, elle profite, mais la photo, elle voit pas ce que ça rend du coup. Donc, ça, c'est la dernière. C'est ça le modèle. Ça, c'est un autre modèle. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est des modèles féminins. Donc, c'est des mecs qui veulent se présenter. Par hasard. Ça, c'est celle que j'ai réalisée à Oman. Donc voilà l'intention.
Là, non, sur celle-ci, celle d'avant, c'était Karine, et celle-ci, c'est Déborah. Ouais. C'était un couple de clients qui nous accompagnait à Oman avec Clément. Voilà, il voulait découvrir Oman et vivre l'éclipse. Donc, et elle s'est prêtée au jeu, merci à elle, parce que du coup, c'est toujours pareil en fait. L'intention de la photo, c'est-à-dire que tu as l'éclipse, mais derrière, l'idée c'est de retranscrire en fait quelque chose, une émotion. Donc, je pense que le fait d'intégrer un élément humain dans la photo, ben ça, voilà, quelque chose de simple, de vraiment qui nous rapporte à notre condition première. Moi, je vois comme ça, où tu lèves les yeux vers le ciel et voilà, tu contemples. Donc pour ça que la réflexion sur la compo en amont, elle est primordiale. Parce qu'après, de là, du coup, découle tes réglages, ta focale, et ainsi de suite. Donc déjà, la compo. Et là, du coup, on voit la différence. Là, c'était une éclipse annulaire. Donc, ben, comme son nom l'indique, elle laisse passer un anneau. Parce que la Lune, en fait, est, je ne dis pas dire de bêtises, elle est plus loin au niveau de l'orbite. Ce qui fait qu'il y a un léger, un énorme anneau lumineux. Et c'est là où j'aurais pu shooter limite à main levée, parce qu'à la fin, j'étais à 1/3 millième de seconde. Et là, on avait mis un peu de mise en scène. On lui avait acheté une espèce de lanterne où on met les bougies, tu vois. Et on avait mis une frontale dedans, tu vois, pour faire un peu, je sais pas, le marcheur ou tu vois, un peu le côté rêve. Donc, et Clément avait pris une autre approche. Moi, j'ai pris cette approche-là. Mais l'idée, on s'est servi de ce promontoire rocheux pour placer notre élément humain. Donc Clément, on s'était mis d'accord. Il avait le début de l'éclipse, entre guillemets, pour faire sa compo. Et moi, je m'étais dit, laisse-moi les 5 dernières minutes et je ferai ma compo. Et finalement, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tu prends du début à la fin. Tout le monde shoot. Ouais, Sans pas voilà. Ok, Ouais, les bah écoute, commentaires de David Parenteau, bonsoir. cool. Incroyable. Les éclipses sont. Il y a Stéphane Ordiguez qui dit que ça manque de chameau. Waouh. Et bien, justement, Mais lui, ça fait 2 fois. Il nous faut un chameau, Stéphane. Il refait. Stéphane, non, change d'animaux. Enfin, fais quelque Il chose. revient à chaque fois sur chaque live, il veut des chameaux, il veut photos de chameaux. On va lui en faire. De chameau, arrête Stéphane, reviens plus. Chameau-fil. Chameau-fil. Romaphile. D'ailleurs, pourquoi le chameau? T'as quoi contre les dromadaires? Ouais, c'est à clair. Bordeaux, ils sont pas tranquilles à Bordeaux en fait. Hein. Oh, bête. Ah, c'est le virus, ça y est, il nous a touchés. Le bassin, qu'est-ce que tu fais avec les chameaux? Donc ouais. Poncho jaune. Sinon, ouais, tout le monde, Franck Leloir. Salut Franck. Superbe, incroyable, les éclipses. Voilà, tout le monde est vraiment adore les photos, quoi. Voilà. Ok. C'est S'ils ont des questions, n'hésitez pas. Après, moi, je répondrai, mais là, à chaud, on peut le faire. Ou on peut passer à la photo suivante. On peut passer à la photo suivante. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de photos, mis à part le côté technique. On change d'univers. Ah, on revient dans le froid. On revient dans le froid. Alors, celle-là, elle est récente. Donc, elle est de moi, pour le coup. Elle a été prise donc, en Norvège, aux îles Vesteralen. Donc, ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a quand même bien moins qui connaissent, c'est entre les Lofoten et les Senja. Voilà. Donc, c'est un petit archipel entre les deux qui valent vraiment leur pesant de cacahuètes. On en reparlera. Et on ne dit plus, hein. En 2020, on dit plus ça. Ouais, mais c'est pour le côté dromadaire pour Stéphane, pour qu'il suive. Ah, ok, d'accord. Non, mais il parle comme Macron, lui, maintenant. Donc, on a. Voilà, politique, là, on va pas rentrer là-dedans. C'est l'heure, hein, il est 20h. C'est hier, merde. Il est bientôt l'heure, effectivement. Ah ouais, c'est vrai, 3 minutes. Oui, donc voilà, donc c'est ultra sauvage, très très sauvage. On a croisé, je pense, 2 touristes, donc même pas des photographes. Hein. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a déjà on avait déjà tenté l'année passée, pendant une semaine, donc après notre session de voyage photo. Et donc l'hiver a été fou, le photo il y avait vachement neigé, enfin, c'était incroyable, des conditions mythiques. Et quand on s'est retrouvé au Vesteralen l'année passée, et bien le lendemain, il a commencé à pleuvoir, première tempête. Et après, pendant 6 jours, il a plu. Je crois que le vent n'est jamais descendu sous les 100 à l'heure. Et il faisait entre 5 et 10 degrés. Donc tout le paysage qui était mythique et qui avait duré pendant des mois. On a eu la pire semaine, je pense, de l'hiver.
Et on est resté dans notre cabane au port pendant une semaine, quoi. On a réussi à shooter 2 aurores le soir, tant bien que mal, parce que voilà, on les avait mérités. Donc on avait beaucoup d'appréhension pour cette année, hein. On s'est dit, soit on a vraiment des gros chats noirs et puis ça va être la même, soit ça va bien se passer, et bon, il s'avère que ça s'est vachement mieux passé. Donc ce jour-là, là, donc c'est un spot qu'on a découvert cette année au Westerhalen. Donc le coin en bas là sur la baie. D'ailleurs, Nico à ce moment-là était sur la baie à faire des photos, et nous on a décidé avec Florent là, de chez Vertical Flow. Donc c'est lui qui pose gentiment. Et Yannick était là aussi, Yannick Legodec, et donc on a décidé de monter, et on s'est dit bah il y a l'air d'avoir un joli point de vue, on va voir ce que ça donne en haut. Et ce jour-là, en plus, il y avait des averses orageuses. C'est possible, même au cercle arctique, en hiver, il peut y avoir de l'orage. Donc on s'est même pris à essayer de shooter des orages le soir. On n'a pas réussi parce qu'il y a eu d'éclairs, mais donc grosse traînée, grosse averse orageuse, et donc le soleil est super bas à ce moment-là de l'année. Et donc les ambiances étaient complètement folles. Donc il y a beaucoup de vent sur la photo, mais ça se voit un peu parce que vu comment Florent se tient, il essaie de contrer le vent. Ça se voit pas. Moi, je suis sur une espèce de pierrier très très casse-gueule avec la neige dessus. Essayer de caler mon trépied tant bien que mal. Bon, les 3 quarts des photos là on a dû passer 3 heures en haut, et je pense qu'il y a 90% qui sont flous parce que le vent était tellement fort que même à vitesse un peu élevée, le capteur bougeait, et voilà. Alors, il est faisait louper les photos. Ouais, les gars, un peu de retard, mais on profite pour quand même à tous ceux qui nous soignent, Eric, faire un tout petit peu de temporalité dans ce live, donc on saura que c'est non. Tout à fait. Mais voilà. Et du coup, là, pour le petit côté technique, j'ai utilisé un filtre de chez Nisi, le 1.2, donc en médium, parce que la lumière était très très forte au niveau du ciel. Et du coup, pour tous ceux qui utilisent des filtres, ils savent bien que quand vous avez des éléments là comme ça qui viennent vers le ciel, vous allez forcément les rendre plus foncés. Donc après, bon, gentiment, voilà, sur Lightroom, ça reste que sur Lightroom. Donc voilà, j'ai éclairci la scène, c'était pas violent, et le personnage pour retrouver un peu les couleurs. Et donc moment mythique, donc on a découvert un super spot en plus. Donc il y a un peu de neige fraîche. On s'est dit que sous les aurores, peut-être que ça vaudrait le pet, mais bon, on n'a pas essayé encore. Et ouais, donc vraiment les Westerhalen, donc je pense qu'après Nico va en reparler, mais voilà, gros coup de cœur pour ces archipels-là qui sont vraiment inconnus et qui valent vraiment le détour. Le détour. Ouais, c'est des coins que vous allez faire découvrir dans vos futurs voyages, pour le coup. Exactement. Normalement, un voyage devrait se faire l'année prochaine pour les plus chanceux. Ok. Ouais, à ces îles, ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Ça marche. À première vue, il y a peut-être des problèmes de son. Si vous pouvez nous confirmer, il n'y a plus de son, à ce qui paraît. Benoît, tu peux me confirmer s'il n'y a plus de son, s'il te plaît? Il n'y a plus de son, on va écouter ça. Ouais, moi, je vous entends. Personne pour l'instant qui a dit qu'il n'y avait plus de son. Normalement, nous, de notre côté, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez juste nous dire. Il y a eu un petit lag là, mais ouais. ça... Petit décalage, mais sur décalage, YouTube. Mais bon, c'est le son. Ouais, le plus important, c'est quel son. Et l'image. Est-ce que les gens l'ont entendu? Pour moi, c'est bon sur YouTube. Hein. Ok. Non, voilà, on a des retours, non, on entend bien, non, c'est nickel, on vous entend. Ok, merci à tous. Voilà, on va continuer sur une prochaine photo. Il y a quelques petits lags. Ouais, il y a un petit peu de lag, mais bon, c'est la connexion. Allez, il y a Arnaud qui pose une question. Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour vous suivre? Ça va, on n'est pas non plus impressionnant. Non, on essaie vraiment de faire des voyages qui, voilà, adaptés. Évidemment, des spots comme ça a l'air impressionnant, mais on a marché pendant une demi-heure et c'était relativement simple. Donc oui, être en bonne forme physique, mais pas du tout de prérequis par rapport à ça. Non, vraiment. Ou si c'était le cas, sur un voyage officiel, on l'annoncerait voilà, clairement. Voilà, si ça peut le rassurer. Ok.
Bon, du coup, on repart on reste dans les Westerlen. Ouais, les fameuses. Ouais, là, on va parler d'un sujet qui me tient Allez. à cœur. C'est d'ailleurs mon premier sujet de photo. C'est pour ça que j'avais pris à l'époque la 306 pour monter en Norvège. Les La aurores boréales. fameuse 306. La fameuse. Rigolez. Un jour, je vous donnerai faire un tour avec. Ah bah, Dans le- dis-moi. Et ça, ouais, ça va introduire un peu pour rebondir sur Moi, ce je que suis en décalage, je peux pas discuter avec vous. Ah merde, il rigole pas aux blagues. Oui, Dommage. pour rebondir sur ce que disait Pierrot sur les Westeralen, en fait. Donc ça, c'est une photo qui a été faite dans les Westeralen. Et à titre perso, ça fait la 3e année que j'y allais. Parce on connaît les Lofoten, on y va dans le cadre des stages. À titre perso, j'y suis allé. Les Senia, ça a été la première saison où premier hiver, j'ai passé dans les Senia, à chasser les aurores, entre autres. Et là, en fait, j'ai jeté depuis 2-3 ans mon dévolu sur les Westerlen, déjà par curiosité, et voir s'il n'y a pas des endroits comme ça un peu inexplorés ou des choses. Moi, je suis assez curieux. Donc, et depuis 3 ans, j'y vais pour une raison maintenant. Donc, je suis convaincu, c'est que je pense à juste titre que c'est le meilleur endroit au monde. Attention, roulement de tambour. Meilleur endroit au monde pour aller photographier les aurores boréales. Alors, quand je dis photographier, pas observer. La nuance, elle est quand même importante. Parce Ok. que moi, quand je parle de photographier, c'est qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Tu vas avoir la météo, le nombre de spots, leur accessibilité, la latitude de la région par rapport à l'activité solaire et la quiétude. Voilà. Et tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, de mon expérience, voilà, j'ai passé quelques mois en Islande, j'ai passé plusieurs mois en Finlande, en Suède, Norvège. Alors, je connais pas le Canada, donc je peux pas en parler, mais de ce que j'en sais, voilà. À la limite, s'il y a des gens qui veulent argumenter, ils peuvent. Mais moi, de ce que j'en vois, on ne va pas parler d'hémisphère sud, les aurores australes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, enfin, pour le peu, à part la Tasmanie, il n'y a pas grand-chose. Mm. Mon ressenti, voilà, je pense que c'est le meilleur endroit pour aller shooter les aurores. Pour les raisons que je viens d'évoquer, hein, déjà parce que on est idéalement placé, c'est au même niveau que les Senia, le Lofoten. La météo est plus propice que les Lofoten, voire équivalente au Senia. Ensuite, au niveau des spots, ben, c'est la folie en fait. Franchement, il y a autant, voire si ce n'est plus de spots que les Lofoten ou les Senia réunis, et plus accessible. Contrairement, pour ceux qui connaissent les Lofoten et les Senia, voilà, vous avez des spots emblématiques style Varet, du Taklev et compagnie. Voilà, donc une fois que tu les as fait, tu en as 3-4, je dirais, tu as fait le tour. Les Westeralen, j'ai amené la petite équipe là cet hiver. Mais il y a des dizaines de spots. Tu as des plages, tu as des fjords, c'est incroyable. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu es tout seul. Alors maintenant que je dis ça, peut-être plus. Ouais, c'est ça. Ça y est, trop tard. Non, mais honnêtement, on était tout seul. Moi, ça fait 3 ans que j'y vais. Le soir, le luxe, faut bien se rendre compte. C'est le luxe d'être sur des spots qui valent des grands spots connus dans les Lofoten ou autre. Ouais. Et t'es tout seul. T'as pas de contact, t'es tout seul. Et donc ça, c'est un truc aujourd'hui en Norvège qui s'est perdu, entre autres en partie. Et honnêtement, on l'a trouvé dans les Westerlen. Donc pour le moment. Et moi, je mise, parce qu'aujourd'hui, on a les Lofoten qui sont développés en espace de 10 ans. T'as les Senia qui sont en train pareil, de rattraper la courbe. Même si les Senia, je trouve qu'on y est encore revenu récemment pour faire des repérages. C'est incroyable le monde qu'il y a et finalement Ouais. pas tant de spots que ça et la plupart des spots finalement c'est très restreint, donc t'as vite fait le tour, je trouve. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Les Westeralen, mais tu fais une semaine, 10 jours sans problème, donc là on y a été cet hiver. Là on prévoit de potentiellement lancer un voyage. On s'était posé la question de faire un voyage spécial Westeralen. D'ailleurs, si tu veux enchaîner sur les photos, Pierrot, la prochaine. Ouais, carrément, ouais. Voilà, Ah, Westeralen. Vite fait, moi je voulais juste savoir c'était quoi l'arme en fait sur la photo précédente. L'arme. C'était quoi? C'est du Photoshop ou c'est Non, alors, c'est déjà, un maître Jedi? moi, on fait pas de montage. Toutes les photos. Photoshop chez nous. Hein. Ouais, non, ça c'est interdit. Sinon, t'es viré du stage, tu rentres. C'est pour ça que j'ai pas pu venir. Bon, je veux faire du Photoshop. Non. En fait, on aime bien des fois. Alors ça, c'est le genre de truc que tu vas faire une fois que
sais, tu connais un peu le phénomène et tu fais de la mise en scène, quoi. Donc, en fait, je m'imaginais de la même façon de la manière que j'imagine une photo avec l'Eclipse. Je sais pas, j'imaginais un mec déguisé en Jedi avec un sabre laser. Et donc, j'avais commencé à faire des recherches pour acheter un sabre laser, mais ça coûte une blinde, c'est 100, 200 euros. J'ai dit, putain, je vais pas mettre 200 euros pour un putain de sabre laser en plastique Jiffy, quoi. Et je me suis dit, attends, ce qu'il y a de plus simple et moins cher. Mais j'ai acheté un truc en PVC qui coûte 5 euros chez les Chinois, là, avant qu'ils ferment. Dedans. Et puis en avant, quoi. Là, j'ai une collègue, j'étais avec une pote qui a pris la photo, parce que j'aurais pu le faire avec un déclencheur. Et là, je suis au 14 mm, par exemple. Pour ça, alors que là, je suis à 10 mètres. Mais donc, des fois, je mets en scène, ou des fois, j'aime bien mettre en scène. Voilà. Donc, c'est une arme non létale. Ok, voilà. En l'œil. Vite fait sur tes prochaines photos, si effectivement tu peux vite fait dire à quel objectif, quelle ouverture, le temps de pause, parce qu'à chaque fois il y a des questions, Alors, enfin il y a des gens qui sont toutes mes intéressés photos par ça d'aurore, pour le sans un poil de exception, technique. quasiment maintenant à 90%, je l'ai fait au 16-35, mais le 16-35 f4. Pourquoi f4? Déjà parce que j'ai pas le f de 8. Voilà. Alors j'ai le 14 mm de 8, mais en fait, depuis maintenant 1, 2, 3 ans, je m'aperçois qu'en fait, je pense, et à terme, on va y venir, que aujourd'hui l'approche c'est de shooter avec une optique très lumineuse. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a des boîtiers qui montent tellement haut en ISO qu'on peut se permettre de shooter à f4, f5, 6. Pierrot, on a fait un voyage en Islande, il était à f8. Il a fait les aurores, tu vois. Donc en fait, le Z6, ouais. la question, c'est de se dire, qu'est-ce que le gain de netteté, de profondeur de champ que tu vas gagner, est-ce qu'elle est supérieure à la perte de qualité vis-à-vis de la montée en ISO, tu vois? Et là, typiquement, je shoot tout le temps parce que mon 14 mm Samyang, il est un peu à la ramasse. Je trouve au niveau de la mise au point, du vignotage, enfin, c'est l'optique dont parlait la dernière fois Maxime là. Et c'est la meilleure optique pour les mecs qui n'ont pas d'argent, quoi, entre guillemets. Donc moi, j'ai acheté ça, mais au niveau qualitatif, voilà, t'en as pour ton argent. Donc aujourd'hui, toutes mes photos, même ne serait-ce que de Voie lactée ou autre, je les fais au 1635 f4. Voilà, pareil, même topo, 1635. Après, les réglages, globalement, en fait. Et au point de vue de la netteté, tu gagnes aussi. Donc, moi, j'ai un 6D, mais demain, tu as des personnes qui ont des boîtiers qui montent avec des ISO plus hautes. Tu peux largement. Pierrot, il avait un Z6 ou Z7, je crois. Il est monté à 8000 ISO. Le Z6, ouais, c'était super propre. Tu peux aller taper F8. Donc, imagine, tu fais des photos de nuit à F8. Et sachant qu'en plus, ça dépend aussi de la lumière que tu as. Là, les photos qu'on a montrées, c'était quasiment nuit noire. Mais des fois, quand tu shootes avec la pleine lune, mais tu shootes, moi je shoot à F5, je peux shooter F7 sans problème. Sans problème. Donc ça, c'est pour l'ouverture. Après, le temps d'exposition, voilà, c'est surtout vis-à-vis de la vitesse à laquelle l'aurore évolue. Disons que j'ai 3 réglages types. Quand l'aurore est très très lente, je vais être avec des ISO basses, genre 2000, 2500 et 20 secondes, 20-25 secondes. Et on va dire une activité moindre ou intermédiaire, je vais réduire mon temps d'exposition à mes ISO. Et après, quand c'est vraiment violent, chose que j'aime pas, je vais expliquer pourquoi, mais je vais shooter je vais descendre à 3-4 secondes et monter mes ISO. Parce que l'idée, en général, c'est que tu veux figer le mouvement pour pas avoir une espèce de gros voile vert. Et j'ai expliqué pourquoi j'aime pas shooter quand c'est violent, c'est que le problème, c'est quand tu shootes avec des vitesses d'obturation rapides, ou avec un sol très sombre. Parce que justement, ton ciel est à 4 secondes, mais ton sol est aussi à 4 secondes. Donc, le problème, voilà, si tu n'as pas de neige ou quelque chose d'intéressant, tout est noir. C'est pour ça qu'en fait, je préfère de loin quand c'est une activité moindre et je vais privilégier les moments où, à la limite, il y a la lune un peu. Tu vois, ça peut éclairer le premier plan. Où là, typiquement, je vais me servir de l'eau comme d'une réflexion. Mais typiquement, éviter les saisons, style l'automne pour les shooter les aurores, ou alors si tu as un lac, tu vois, pour te servir de la réflexion. Et sinon, tu te retrouves avec des montagnes qui sont toutes noires, des arbres noirs. Voilà, typiquement le genre de photos que je vais faire quand il n'y a pas de lune. Où je vais chercher un premier plan ou un effet miroir. Et pareil, ça c'est les Vester Allen. Dans les fjords où là tu es tout seul. Sans nuages, sans personne. Ok. Ça c'est un luxe aujourd'hui qui se perd. Donc là, pareil, les réglages, je crois que c'est une activité relativement calme. Tu vois, je dois être peut-être à vue d'œil là
10, 13 secondes. ISO 3002, quelque chose comme ça. Et après, la balance des blancs, c'est selon la lumière. Moi, j'aime bien ce côté un peu froid. Donc, de base, quand il n'y a pas la lune, je mets à 3002. Et quand plus la lune apparaît, plus je vais tendre vers les 3008, 4000. Rarement en dessus, voilà. Mise au point l'infini. Après, rien de spécial. Hein. Là-dessus, je crois qu'il y a du spectacle. Qu'est-ce que tu utilises comme application pour un peu guetter les aurores? Tu as quelque chose? Vous avez un on regarde beaucoup quand même. Vous en foutez parce que vous y êtes application avant même l'activité, c'est la météo. Pour moi, le facteur premier, c'est la météo. Parce que tu peux avoir la plus grosse activité, mais un ciel de merde, tu verras rien. Et inversement, je préfère avoir un ciel dégagé avec peu d'activité que l'inverse. Donc moi, je regarde d'abord la météo. Et après, les applications style Space Weather Live, aujourd'hui, c'est décortiqué. Tu sais même des fois 1 mois à l'avance, potentiellement, ce qui peut arriver. Limite, même la météo solaire est plus fiable que la météo sur Terre. Parce que les mecs, ils ont des satellites et tout. Donc, ouais, la météo solaire, on a des applications. Et après, on travaille. Après, on sait que. Ouais, après, surtout, c'est vraiment. Les cams en live après. Péter, un moment ou un autre, quoi. Donc, ça, c'est Vesteralen. Je pense qu'il doit y avoir encore une des Vesteralen. Ah ouais. Voilà. Et là, on voit la lumière, d'ailleurs, au fond, d'ailleurs, c'était juste après le coucher de soleil. Donc, tu vois, ça peut démarrer. Ouais, ça peut démarrer toi. Il va rire dans 10 secondes Marito, quand il aura le message. Et ça peut démarrer le soir à 18h30. À titre perso, mon aurore la plus précoce, c'était à 16h30. Voilà. Alors, la condition première, il faut quand même qu'il fasse nuit. Et comme des fois, j'y vais en mois de décembre, donc durant la nuit polaire, il fait nuit tout le temps. Donc, à la limite, et potentiellement, on peut même en voir en journée s'il fait nuit. Mais il faut qu'il y ait aussi une très, très grosse activité. Voilà. C'est ça. C'était pas cette année, quoi. Ouais. Non, cette année, c'était la disette. On a, météo terrible et activité compliquée. Ouais. Activité médiocre. Ouais, encore une pour oui, tout à fait. Vesteralen encore. D'ailleurs, c'est à quel endroit, là, juste rapidement? Ça, je pense que c'est un peu avant Sortland, tu vois. Okay. Avant de rentrer dans les fjords. Ouais. Okay. Ouais. Il y a Karine qui disait le petit violet sur la photo précédente. Oui. Je me disais aussi pareil. Petit. Ouais. Je ne sais quoi. Dans les commentaires. Non, mais je pense que c'était. Voilà. Il y a Thierry Toussaint qui dit que ça claque. Nicolas Chopard qui dit que c'est une pépite. Pierre Laurent Boyer qui dit que c'est sa préférée. Voilà, il n'y a que des éloges par rapport à ça. Salut Marc Valera. Voilà, enfin, il n'y a que des personnes qui sont enchantées de voir vos photos. Ok, tant mieux. Pourvu que ça dure. Tant mieux. La suivante. Tu penses qu'il en reste une autre? Ouais. Typiquement, voilà, quand je parlais des Vesteralen, ça, c'est un truc aujourd'hui, tu vas dans les Lofoten, tu peux plus avoir. Une plage, c'est tout seul, plage de sable, avec la neige fraîche. Ouais, sans trace de pas. Sans trace de pas. Oui, et ça, aujourd'hui, tu vas à Utah-Clèves, c'est le carnage. Donc, et c'est aujourd'hui, et les montagnes, enfin, moi, le spot, perso, bon, il me va. Alors, il me va. Donc, je te rassure, il me va aussi. Ouais, je sais pas si vous, il vous va, moi, il me va. Donc, t'es là, je disais tout à l'heure, t'es tout seul, t'es ton spot, il est de classe nickel. Enfin, il n'y a pas de traces. T'as ta petite activité, la lune qui va avec. Voilà, bon. Le Vesterlen, moi, je suis convaincu que c'est la destination ou la région, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, qui est une des meilleures, si c'est la meilleure. Et après, les conditions, là, pour revenir sur la technique, voilà, c'est typiquement le genre de lumière que je vais peut-être privilégier parce que, justement, le fait d'avoir la lune, ça va éclairer le premier plan, éclairer la montagne. Là, limite, c'était pleine lune, donc c'était peut-être à la limite un peu violent, mais on arrive quand même à voir les aurores. Donc, voilà, c'est un pré-parti artistique. Moi, ça me va aussi. Donc, je préfère ce genre de lumière à, comme je disais tout à l'heure, une nuit noire, pas de neige, et là, tu as les montagnes, tout est noir. Donc, et tu as juste l'aurore, en fait. Après, ça peut se faire, il faut juste se faire des photos composites où tu fais une prise pour le sol, une prise. Bon. C'est vrai, Pierrot. Nous, on fait pas ça personnellement. Ouais, effectivement, là, il y a des photographes qui jouent sur le bracketing ou ce genre de choses.
Et moi, je ne fais que des one-shots. Donc, et parce que par flemme et puisque c'est aussi un peu ce que j'ai envie de traduire et de retranscrire dans nos voyages, d'expliquer aux gens qu'avant de parler techniques un peu avancées, ce genre de choses, marketing, quand bien même je la connais pas, c'est que d'abord, c'est gérer sa composition et gérer la lumière. Et on s'aperçoit que les photos que je montre, tu peux déjà t'en sortir très bien pour peu que tu gères ta lumière. Rien que de base. Voilà. Donc, Surtout quand tu es J'allais le dire. qualité, voilà. avec les filtres Le Nisi. bandeau. Ça clignote. 10 € pour moi. Ouais, allez, ouais, placement de produit. Je sais pas s'il en reste. Tu auras le droit à une lingette. Non, justement. Ouais. Alors, attention. Je pense pas. Eh oui. Ah, si, je pense que c'est la dernière. Les Steralen, voilà. Voilà, bon. Quoi dire de plus les photos, je pense, parlent d'elles-mêmes. On est. Et là, il faut savoir, la route, elle est derrière moi, elle est à 10 mètres. Le spot, Pierrot le connaît, parce qu'on y a été cet hiver, là. Oui. On n'a pas fait de grand. La lumière qu'on voit, la lumière à gauche qu'on voit là-bas, c'est au loin une voiture qui doit passer, tu vois, mais on se gare, t'es sur le spot, en fait. Et puis t'es tout seul. C'est ça qui est. Et la montagne, elle vaut d'autres montagnes à Lofoten. C'est ça qui est génial, en fait. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas, et ceux qui connaissent, bon, je pense qu'ils sont. Mais en hiver, c'est vraiment un endroit incroyable. Vraiment. Spécialement en hiver. Déjà qu'en été, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais pour la chasse au dehors, ouais, ça vaut, comme dirait Pierrot, son pesant de cacahuètes. Pour les chameaux. Je pense que c'est bon, c'est de la dernière, celle-là. Ouais, il me semble aussi. On va enchaîner sur un autre sujet. S'il n'y a pas de questions qui traînent, par hasard. Sur les questions, vous faites des sessions courtes avant les prises de vue. Ah ouais, est-ce que tu fais des petites sessions courtes avant les prises de vue, vous expliquez un peu comment. En fait, oui, on briefe un peu les participants avant. On leur donne des bases, mais avant la session, si on sait que potentiellement il y a une soirée avec des aurores, on arrive déjà en avant, plus tôt sur le spot et on va leur dire les réglages, se placer, choisir vraiment leur premier plan, leur cadrage. Des fois, il y en a d'ailleurs, je leur dis trop de ciel, trop de ciel, trop de ciel. Ouais, bon, je crois que tu l'as assez dit celui-là. Ce qui se passe, en fait, c'est tout ce qui est ce genre de phénomène. Tu en prends tellement les yeux que tout de suite, tu as envie de mettre le boîtier vers le ciel. Sauf que oui, l'aurore, elle est magnifique, mais tu peux avoir la plus belle aurore, mais si ton premier plan, il n'est pas travaillé, ça n'est pas en valeur. Donc, justement, ça va dire, pas grave, tu gardes en bas. Tu cherches vraiment à travailler. Ouais, voilà, donc. C'est comme une photo de paysage, au final, sauf que c'est un paysage nocturne, mais les mêmes règles s'appliquent. Voilà, donc non, on donne des conseils, et même pendant, des fois, c'est marrant parce qu'on leur explique comment ça peut se passer pour ceux qui en ont déjà jamais vu. Et ils sont pris au dépourvu et ça part en sucette. Ça part souvent en sucette. En fait, ça fait toujours le même effet. Au début, on est les premiers à partir en sucette. C'est ça, surtout nous d'ailleurs, je crois. Heureusement, ils nous retiennent, les participants. Non, revenez. Donc oui, non, on briefe les personnes. Et après, ce qui est intéressant, surtout le débriefing après l'aurore. Et ils nous donnent le ressenti, les réglages. Parce que quand tu viens pour voir des aurores et que tu vis ta première aurore, et ben t'as quand même les émotions. Donc comme de la même manière tout à l'heure j'expliquais pour l'éclipse, où tu vas être devant ce spectacle et tu vas être ébloui, émerveillé. Donc du coup tu vas en oublier un peu la technique et tu vas shooter, et tu te dis ben la photo fuck, moi je profite, voilà. Donc l'idée c'est d'abord que les gens se fassent plaisir, parce que c'est ça en fait. Les photos on les fait pour nous. Après, si elles sont techniquement abouties et travaillées, c'est un plus. Mais d'abord, se faire plaisir. Voilà. Bien sûr. Belle phrase, Nico. Ok. Je te reconnais là, dans ta plume. Je pense que c'était la dernière, dans les Westerlen. Alors là, sans transition. Une petite quand même. Ça c'est Pierre. Sans transition aucune. Ça elle date, mais elle est marquante. Moi, elle m'a marqué personnellement. Et puis... Je crois que je t'ai connu. J'ai essayé de retrouver un ancien message qu'on s'était écrit il y a fort longtemps et je ne l'ai pas retrouvé. Mais, et on est là. Ouais. Et on est là tous les quatre. Tous les quatre. Et plus tous les plus. Tous les milliers. Non, les gars.
36 millions comme il a. Ouais, donc bon, du coup, on change un peu de sujet. Hein. Ça reste à la photo et la passion, évidemment. Donc là, pour le coup, c'est en Tasmanie, voilà, la La fameuse. Tasmanie. Donc la Tasmanie, ce n'est pas un pays, c'est un État australien. Ce n'est pas la Tanzanie aussi, puisque il y en a qui me demandent si j'ai vu des girafes. Il n'y a pas de girafes encore. Les chameaux? Le climat se réchauffe. Et les chameaux, il y en a, mais en Australie. Il y a des chameaux. Donc, en fait, j'ai passé avec ma copine, on y est allé en 2015. Donc, un an en Australie, en PVT, donc les permis de vacances-travail. On a travaillé 3 mois dans une ferme, voilà, on a gagné un peu d'argent. Après, on s'était dit, moi, je m'étais fixé, Tasmanie, depuis le départ, je voulais y aller. Donc, on s'était dit, après ça, on va prendre 2 semaines dans une cabane au bord de l'eau en Tasmanie, et voilà, on va se reposer, voir un peu l'île. Et donc, on y est resté 2 semaines. 2 semaines se sont transformées en 3 ou 4 semaines. Après, elle a voulu partir voir autre chose à Melbourne, et puis moi, j'ai dit, non, je reste sur cette île parce que c'est complètement fou. C'est si petit, et pourtant, il y a tellement de paysages, de climat, Donc, au final, mais de 2 semaines au départ, je suis resté 4 ou 5 mois. 4 ou 5 mois, donc en appart, voilà. Ok, quand même. Et je ne faisais exclusivement que ça. C'est-à-dire que j'étais en appart et j'allais tout le temps shooter, en fait. Tout le temps. Donc, des fois, c'était pour 1 journée, des fois, c'était pour 2 jours, des fois, Ouais. c'était pour 4 jours. Ça dépendait des endroits, ça dépendait s'il y avait des bivouacs. Donc, voilà, j'y suis allé. Donc là, c'est cette scène-là, en fait, c'est marrant, entre guillemets, parce que j'ai toujours à penser que les bonnes photos, elles se méritent. Il faut crapahuter, aller à des endroits où personne n'est allé. Il s'avère que la veille de cette photo, c'était le cas. J'avais repéré un endroit sur Google avec un lac entouré de montagnes, un endroit hyper sauvage dans le sud-ouest. Et donc je savais qu'il y avait quand même 4-5 heures de rando. Donc je suis engagé là, et puis là, il commence à pleuvoir, mais genre vraiment pleuvoir. Si bien que je suis arrivé à mi-parcours dans un bourbier, de la boue jusqu'aux genoux, c'était forêt vierge, j'avais perdu la capote de mon sac et j'étais perdu complet, quoi. J'avais une application et tout, impossible de retrouver le chemin, l'espèce de forêt, des petits arbustes, ça partait dans tous les sens, j'étais complètement perdu. Le ciel bouché, parce qu'au départ je m'étais dit peut-être qu'en fin de journée ça va valoir le coup et tout, j'étais parti juste pour la journée, cette rando. Et au final, j'ai fait les 3 quarts, je savais que j'étais pas trop loin du but. Il pleuvait, mais des cordes, j'étais trempe. Le matos était trempe parce que j'avais plus la capote, donc le sac était tout trempe. Et là, je me suis dit, bon, il y a un moment, t'as cherché ton truc, tu t'es donné, et puis bon, on restera, mais tant pis, pas cette fois-là. Donc je suis rentré tout trempe. C'est là que je me suis aperçu que j'avais perdu la capote de mon sac. J'en mets dans un camping à côté. J'étais vraiment tout seul parce que c'est à l'automne. Du coup, c'est saison inversée. Donc pour nous ici, c'est le printemps, mais là-bas, c'était l'automne. Donc déjà en Tasmanie, il n'y a pas grand monde, à part les Australiens qui courent un petit peu quand même. Mmh. Et le lendemain, je m'étais dit, je savais qu'il y avait ce parc national qui est assez connu là-bas, et avec cette cascade qui est assez connue. Je m'étais dit, je vais aller faire un tour. Donc j'y suis allé sans... je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que j'avais vu quelques images. Donc la rando est relativement simple. Là, par contre, il faisait assez beau. Là, on voit derrière le soleil qui se lève, il est assez bas là, en haut de la photo, à travers la... Et donc j'ai dû marcher 10 minutes sur un sentier qui était tout à fait honnête, de 2-3 mètres de large à travers la forêt primaire. Donc on arrive sur ce spot et donc il n'y avait personne. Sauf quand tu restes sur le spot, un endroit où les gens sont censés se prendre en photo, c'était naze, quoi. Quand t'es sur un spot, le but c'est d'être curieux, de regarder partout, à droite, à gauche, et d'essayer de chercher justement le petit truc qui va faire que ta photo va rendre. Et puis voilà, je restais sur le promontoire là, et puis je voyais bien que ça rendait rien, donc je suis descendu. Je me suis mis à droite, j'ai commencé à chercher, premier plan, toujours chercher un premier plan, des lignes de fuite, et puis ça me plaisait pas. Et là, je me suis dit, mettre des pieds dans l'eau, il va falloir. Donc j'ai commencé à aller dans la rivière, puis je cherchais, et puis là j'ai vu donc la lumière rentrait vraiment bien un peu dans l'axe, comme s'il y a des fougères arborescentes en haut là qui donnent un peu l'ambiance. Il manquait plus que le tigre de Tasmanie. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, plus personne d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ce premier plan et puis j'ai fait plusieurs photos, là, je n'ai pas gardé beaucoup. Et au final, ça là, celle qui m'a vraiment le plus marqué. Donc petite pause longue parce que donc la rivière donnait bien, mine de rien.
c'est relativement humide la Tasmanie, donc voilà, le cours d'eau donne toujours un minimum. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de pause là, à peine un peu, avec un peu de vitesse. Donc il doit avoir peut-être une petite seconde, une espèce de micro-pause longue. Du coup, voilà, ça donne un peu plus de force à la photo. Ok. Et après, voilà, après c'est du. Il n'y a pas Elle est magique en tous de les cas. gros artifices. Il n'y a pas de gros artifices. J'avais réchauffé un peu parce que je voulais avoir des couleurs un peu plus chaudes. Et le polarisant, je pense que j'avais dû le mettre, mais vu le reflet sur la cascade, à mon avis, je n'étais pas en mode polarisant. Et non, Ouais, c'était pas le bon, c'était pas la bonne marque. Effectivement, je connaissais pas Niji, j'ai pas la lumière encore. Et donc voilà, donc ça m'a fait rigoler, enfin, doucement rigoler, parce qu'effectivement la veille, c'était l'enfer, vraiment l'enfer. Et le lendemain, Et ce paradis. jour-là, tout était trop facile et j'ai eu une photo, oui, qui m'a marqué et qui a plu, ouais. Qui a Pierrot, pas mal plu. c'est le Saint-Trépied. Saint-Trépied. Oh, Donc voilà, comme quoi, des fois en photo, je pense quand même que c'est important de se la donner, de trouver toujours des spots voilà, toujours plus loin, de voir du pays et tout ça. Et des fois, même Clément en parlait il y a quelques sessions de ça, mais voilà, tu sors de la route, tu sors du chemin, tu fais pas tant que ça, et c'est pas la grosse aventure, et au final, il y a une grosse photo qui se cache derrière. Donc, et pour en venir à la Tasmanie, du coup, j'ai passé quand même 5 mois. Donc, les paysages sont fous. Donc, ça, c'est vraiment une partie de l'île centrale et plutôt à l'ouest. Elle est soumise au 40e régissant. Donc, c'est très, très humide. Donc, c'est les fameux vents très connus, notamment en navigation. Donc, tout l'ouest est très humide, très venteux. Mmh. Et limite, le côté est est presque méditerranéen. C'est doux, c'est sec. Les plages sont paradisiaques. Donc, vous doutez bien qu'en termes de paysage, d'ambiance, du coup, de photos, ben, une palette qui est juste mythique. Pierrot, tu veux faire défiler les autres photos que tu avais mises? Ouais, j'en ai pris quelques-unes là. Évidemment, j'en ai des centaines de la destination, mais voilà. Donc ça, je pense que c'est le même. J'étais parti 3-4 jours là, dans cette zone-là, dans le sud-ouest de la Tasmanie, et pareil, c'est un soir, c'est un soir où je pensais qu'il allait rien se passer. Il y avait une espèce de courant qui venait de l'Antarctique qui était arrivé, donc il commençait à faire des averses de neige carrément. Le ciel était bouché complet. Donc ça, c'est un lac c'est un lac de barrage, enfin, un barrage qui a été construit assez loin de cette zone il y a plusieurs dizaines d'années. Donc du coup, forcément, ça a inondé, ça a formé ce lac. La zone est très très sauvage autour. Donc ce jour-là, j'ai sorti le 200 parce que je m'étais assez amusé au grand temps. Et puis j'étais resté à me tremper, il faisait froid et puis voilà, je voyais l'heure tourner, coucher de soleil il arrivait et puis il n'y avait rien quoi. Tout était gris, noir, il se passait rien, pas de lumière. Et juste que, comme toujours quand tu fais de la photo, ben voilà, t'attends jusqu'au dernier moment, t'attends le moment mythique, et là, il y a eu l'éclaircie derrière les montagnes, et un rayon est apparu. Et de suite, voilà, je vous montre la même photo sans le rayon, ben, elle est carrément fadasse. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc, comme tout, comme pour les aurores, c'est quand même la lumière. Après, évidemment, il y a la compo, il y a tes réglages, ce que tu veux. C'est la légende. Il y a des paysages que tu peux voir et qui vont te sembler insignifiants. Moi, je dirais peut-être insignifiants, mais presque. Et tu vas les revoir le lendemain avec une lumière mythique. Et puis, voilà, tu redécouvres. Quoi. Tu redécouvres. Et c'est pour ça qu'ailleurs, tu fais de la photo pour vivre ces moments-là. Et là, il n'y avait pas de pour la question, si jamais elle est posée. Parce que vous voyez, il y a un gros nuage noir qui est au-dessus, là, qui me faisait un filtre naturel. Donc, c'est juste jouer au niveau des réglages pour voilà, faire une image. C'est peu lumineuse au final que le rayon en ressorte. Je vais voir quelques photos. Moi, est-ce qu'il y a des questions, hein, évidemment. Ok. Tu veux mettre la suivante? Non, les gens. Voilà, donc. Il y a Olivier qui est parti avec Olivier. Mais, 3 voyages et je crois qu'il n'a pas de regrets. Dans tous les cas, il ne veut pas le dire là, mais apparemment, il n'a pas de regret d'être venu avec vous. Et je pense qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. Il y a d'autres personnes qui seraient motivées à venir avec vous. Hein. Avec grand plaisir.
Donc la Tasmanie, du coup, c'était, pour en revenir, donc c'est la prochaine photo, et c'était notre prochain voyage, hein, on le dit au passé, puisqu'on était censé partir le 16 mai prochain, mais Covid oblige, bon là c'est maintenant certain, on s'est fait une résolution, sachant qu'on est confiné jusqu'au 11 mai, les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, donc pour des raisons, voilà, tout le monde peut comprendre, du coup on ne le fait pas. Donc on va sagement le reporter l'année prochaine, je pense à la même période, fin mai. Et voilà, typiquement le genre de paysage qu'on peut retrouver. Donc on est passé quand même de la forêt primaire à un paysage côtier. Donc là, les falaises, je suis au-dessus de la falaise. J'ai mon trépied, donc il faut imaginer quand même. Mon trépied, les falaises sont 300 mètres de haut. Ça ne se voit pas, mais je vous le dis. Donc, je crois d'ailleurs que c'est les plus hautes falaises maritimes de l'hémisphère sud, il me semble bien. Et le spot est très connu pour les gens qui grimpent. Hein. Vous voyez, il y a un petit picot là, un petit stack rocheux en bas à gauche avec une petite corde. Ça s'appelle Totem Pole, vous pourrez regarder sur internet. Et donc c'est mondialement pour les gens qui commencent à bien s'adonner en escalade. Est-ce que si tu tombes, je n'ai pas tenté. tu tombes dans l'eau, quoi. Ouais, oui. En plus, c'est l'océan, enfin voilà, il y a le courant antarctique et tout, donc là c'est une petite pause. Je pense qu'il y a 15 secondes de pause là, mais ouais, les vagues, ça donne, ouais. L'eau est fraîche et les vagues sont mauvaises. Ça donne. Du coup, là, pour la petite anecdote, j'avais mis le trépied, donc je voulais vraiment avoir cette impression que ça plonge vers l'océan. Donc j'avais mis le trépied, j'avais mis au plus bas et j'avais mis l'axe du coup horizontal. Donc le boîtier est au-dessus de l'eau. Et j'avais le D800 et le D90 et je me suis dit, mais s'il arrive de la merde, ça serait quand même vraiment con que je perde le D800. Donc du coup, ça là, je l'ai fait au D90. Voilà. Et au grand angle. Et bon, qui s'est très bien débrouillé malgré son âge. Moi, je trouve que ça donne que des 800. Bâtard. Ça va pas mal, hein, ça va pas mal. Et donc c'était en pleine journée, donc j'avais un peu peur au départ. On voit quand même que le soleil rentre à côté gauche, là, à travers les roches. Et j'avais mis un filtre, je pense, 4 ans à l'époque. Ouais, et donc évidemment, ma copine a été morte de peur parce que bon, là, je pense que Nico, tu n'aurais pas pu t'y mettre parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc voilà, j'étais à plat ventre comme ça. Et c'est fou, là, les conditions, c'était complètement fou. Et voilà, c'est encore une fois des grands moments à vivre en photo. Donc pas de lumière exceptionnelle dehors parce qu'on était, voilà, c'était une rando, j'étais pas en mode photo hein, à la base, bien que jamais d'être pour ma vie. Mais ouais, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire et je pense que c'est intéressant d'y revenir d'ailleurs aux bonnes heures. Voilà, donc le genre de paysage. Et là, c'est une aurore. Et donc, Nico en a parlé vite fait tout à l'heure. On dit les aurores boréales. En fait, l'aurore boréale, c'est le nom des aurores polaires, dans l'hémisphère nord. Et ces aurores existent aussi dans l'hémisphère sud. C'est les aurores australes, du coup. Le problème, c'est que dans l'hémisphère nord, vous avez beaucoup de terres immergées où vous pouvez voir des aurores, hein, au Canada, en Europe, en Russie. Tout. Au final, l'hémisphère sud, c'est pratiquement que de l'eau, des océans. Et de tout ça, tire son épingle du jeu la Tasmanie, et plus connue la Nouvelle-Zélande, évidemment. Tasmanie un peu. Bah, voilà. Ok. C'est un des seuls endroits où je vais en voir, en fait. Ouais, c'est le seul. Et en plus, pour les plus techniques, vous savez qu'il y a le pôle nord et le pôle sud géographique et magnétique. Donc les aurores se font par rapport au pôle magnétique, hein, parce que c'est une histoire qui se passe au niveau du soleil, qui réagit avec la magnétosphère, etc. Et il se trouve que le pôle sud magnétique est plutôt côté Australie, n'est pas côté Amérique du Sud. Donc oui, c'est pour ça que Nouvelle-Zélande et Tasmanie sont bien placés. Okay. L'avantage qu'il y a là-bas aussi, l'inconvénient, c'est qu'on est quand même en latitude, on est pratiquement à latitude de la France. Hein. On est à 40-45. Hein. Donc c'est relativement haut, une bonne latitude, hein, comment vous placez. Par contre, vu que cette latitude est moyenne, du coup, il y a du jour et de la nuit toute l'année, comme en France. Ça veut dire que tu viennes printemps, été, automne, hiver, il y a un minimum d'activité, hein, parce que forcément, on est un peu bas en latitude, et il y en a toute l'année. Il y en a toute l'année. Exactement, il y en a toute l'année. Donc là, ce soir-là, je suivais évidemment les aurores. Il y avait un KP 5 annoncé. Donc 5 pour la Tasmanie, c'est pas mal. Enfin,
Voilà, je me disais, ouais, ça a l'air sympa. Donc, ce spot, ça, c'est la Cradle Mountain, qui est très connu en Tasmanie, notamment les deux montagnes du fond qui sont très connues avec le lac glaciaire devant, hein. Et donc, j'ai passé la nuit là, j'ai prévu de dormir dans la voiture, j'étais un peu à l'arrache ce soir-là, il faisait froid d'ailleurs. Là, on est à 1000 mètres d'altitude, donc ça commence à, voilà, la neige qui reste un petit peu là. Commence à être bien frais. Et ça s'est excité, ça n'a pas duré trop longtemps, ça a duré une demi-heure à tout casser. Donc j'ai eu du vert et du rose, donc relativement souvent du rose. En Tasmanie, on est assez loin, donc au final, on voit bien les aurores en tranche, entre guillemets. Et, euh, et ce jour-là, je me suis dit, ouais, la Tasmanie, en plus de tout ce que je pensais et j'avais compris de ce bout de pays, je me disais, en plus, il y a des aurores. Donc voilà, c'est pour ça que depuis plusieurs années qu'on l'avait en tête. Voilà, on devait le mettre en place, je devais le mettre en place avec une autre agence. Là, mais malheureusement, on ne pourra pas partir, mais il nous tarde vraiment de partir, de repartir là. Je crois que Nico y était allé aussi quand il est parti en Ouais, pour la Australie. petite parenthèse, pour rebondir dessus, moi, c'est un État, quand j'ai fait mon voyage en 2012, c'est vraiment, ça rentre dans mon top 2, top 3 des États que j'ai le plus préféré. Parce qu'il y a 8 États en Australie. Et Ouais, la Tasmanie, en fait, c'est un condensé de ce que tu peux trouver, par exemple, typiquement en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc, mais c'est ouais, un endroit à part. Un endroit à part. C'est un pays dans le pays, quoi. c'est ça. Mais sauf que ça n'a pas la réputation de la Papouasie, ça n'a pas la réputation de Nouvelle-Zélande. Les gens ne connaissent pas, le placent pas assez de photos, donc on n'a pas envie d'y aller tout simplement. Bon, le photographe, quand même, méchant à dire, il y en a quand même beaucoup qui aiment bien refaire les photos qu'ont fait les autres, en se disant, bah oui, t'es un super endroit et j'aimerais faire une belle photo de cet endroit. Et la Tasmanie est vraiment méconnue. Donc voilà, nous on a, un peu comme les Westerhalen, on se place cette destination. Je l'ai vraiment à cœur et on sait que voilà, on sait que c'est une destination de choix, de grand choix même pour un photographe. Complètement. Ok. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Il nous en reste une. C'était la dernière. C'était quoi? Ouais, on va enchaîner, finir avec Nico. On reste dans les aurores. On a le temps ou pas parce que ça, c'était durable. Ouais, c'est pour les yeux. Ah, une petite Islande sur le DC9. Allez, vite. Tu feras défiler, tu sais, s'il y a 4-5 photos, c'est la sélection. Oui, ben, on en revient sur les aurores pour finir là-dessus. Là, c'était en fait, j'ai choisi cette photo, là, en fait, ces photos-là, cette sélection-là, parce que c'est à titre perso, c'est ma plus grosse nuit de chasse aux aurores et la plus mémorable parce que ça a commencé le soir vers 20, 21 heures et ça a fini à 6 heures du matin. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que c'est emblématique, cet avion. Mais c'est surtout comment ça s'est produit. C'est-à-dire que ça, en fait, je suis arrivé en Islande, je crois que c'était fin mars. D'ailleurs, j'étais venu pour l'éclipse de 2015. Et là, je regardais à peu l'application et ils annonçaient un KP8, un truc de fou, genre, tempête géomagnétique. Enfin, à l'époque, enfin, je me rendais pas trop compte. Maintenant, je me dis que c'est vraiment le luxe, quoi. Et en fait, du là, ben, j'ai dit, ben, vas-y, il faut qu'on prenne la route. Donc, j'étais accompagné d'une jeune femme sur le voyage, là. Et je lui ai dit, on prend la route. Donc, je regarde la météo, je regarde qu'est-ce qui va se profiler au niveau des éclaircies. Et j'ai dit, on va aller vers le sud, la route du sud. Et en fait, à peine le soleil couché, qu'on voyait déjà les traînées dans le ciel. Et là, en fait, j'ai égrené tous les spots connus, les plus connus de la côte sud. Donc voilà, ou moins connus d'ailleurs. Et en fait, j'ai passé ma nuit. Est-ce que tu avais une carte? Non, Est-ce que tu mais avais une carte pour te j'avais repérer en déjà Islande? passé plusieurs semaines auparavant, ou l'année d'avant, pardon. Donc du coup, je connaissais déjà assez bien les spots. Et je me dis, attends, où est-ce que je vais aller shooter? Et à chaque fois, la même intention de ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir un sujet, un premier plan. Donc l'aurore, c'est bien, mais avec un premier plan et une compo, c'est mieux. Donc du coup, dès que j'avais fait une photo, parce qu'en fait, les aurores ont duré toute la nuit. Donc en fait, j'arrivais sur un spot, à un moment, je me dis, bon, c'est bon, j'ai la photo, allez, je change. Et bien, j'ai enchaîné. Et comme ça, donc je suis arrivé j'ai commencé à Seljandafoss, Skogafoss, la Carcasse, l'église. Et là, on a fini là, c'est un peu avant le lever de soleil, tu vois. On voit déjà la lumière qui arrive coucher de lune. Et là, il doit être quoi, 4h30 du matin à Vic, sur les falaises de Vic, là. Enfin, soirée mémorable. Mémorable. Ah non, Ouais. et donc, comme ça, on a égrené tous les spots jusqu'à plus en pouvoir, jusqu'à ce qu'on s'en suive. On s'est couché puis 11h. D'habitude. Ouais, et ce genre de soirée, à l'époque, tu vois, c'était ma première. Là, les gens reconnaîtront, je pense, pour ceux qui connaissent ce spot.
la cascade, tu peux passer derrière Saint-Jean-de-la-Fosse. Les aurores étaient tellement violentes que du coup, tu les voyais vers le sud. Parce que là, je suis orienté vers le sud. Donc, et on voit les couleurs caractéristiques et les grosses activités. Voilà. Donc, c'était, j'ai choisi ce moment-là parce que c'est vraiment, et encore plus aujourd'hui, je pense, une des nuits les plus mémorables que j'ai passées à chasser les aurores. En fait, tu t'embarques pour aller faire une photo ou deux, et finalement, tu te fais prendre au jeu, et on a fini, franchement, il aurait fait nuit encore plus longtemps, et j'aurais fini, s'il faut, au Coul-Sarlon, hein. Il n'y a pas de problème. Le tour de l'île à 12 heures. Et ouais. Donc, c'était, en fait, je dis ça a plus de valeur aujourd'hui, parce que là, on est dans un minimum solaire, et que l'activité est extrêmement faible. Sauf que quand j'ai commencé en 2014-2015, moi, l'activité, le minimum et tout, je m'en foutais. Je me suis dit, je vais aller voir des aurores, je prends ma 306, je vais en Norvège, on va voir ce qui se passe. Et c'était la folie. En fait, maintenant, avec le recul, je me dis, c'était la folie. Et maintenant, quand on a une soirée par semaine, t'es content. On est content. Le solaire, c'est tous les 11 ans. Et là, on est dans le creux, c'est vraiment le creux de la vague. Et on va commencer à remonter en termes d'activité solaire pour arriver vers le pic en 2024-2025, où là, il faudrait y être. Même avant, ça, c'est déjà bien, mais je pense que l'année 2024-2025 va être. Et encore une fois, c'est sous réserve. Allez. Là, en fait, on le voit, il n'y a quasiment pas de photos avec des nuages. On a été gâtés parce que l'éclaircie s'est faite. Parce que l'Islande, c'est pas non plus les Bahamas au niveau nuages. Donc, du coup, on a eu la chance ce soir-là, avec l'activité, de vraiment avoir un ciel dégagé, quoi. Et toute la nuit, c'était la folie. Parce qu'on s'est déjà retrouvé avec Pierrot, où t'es dans le camion, là, KP7, nuage. On fait pas repenser à ça. Ouais, il faut le dire. Et donc du coup, quand il y en a, tu les apprécies d'autant plus. Et là, quand je regarde ça, je me dis, putain, c'était une soirée de fou. Voilà. Et qu'on revivra. C'est ça qui superbes images. Philippe, superbes images. Angélique, ok. Super les photos, les gars. Petit voyage en Norvège à programmer. Il y a Yannick Logodec. Les maîtres pépitiers. Le maître, oui. Truffier. Bravo. La confrérie. Non. Ouais. Aurélien, irréel cette photo. Du DC9 avec l'aurore au-dessus, en fait. Oui, parce que c'est vrai que. L'aurore est complètement folle en plus. Mais l'avion, en fait, alors, juste pour rebondir juste un dernier conseil sur les aurores. Autant tout à l'heure, je parlais au Westerhalen d'avoir son premier plan, de vraiment composer. Et vraiment, si vous voulez, entre guillemets, vous faciliter les choses, quand vous voulez faire des photos d'aurore avec un premier plan, c'est trouver un premier plan ou un sujet sur lequel vous pouvez tourner autour. Et typiquement, parce que du coup, des fois, les aurores, on le sait, ça va à droite, à gauche, en haut, au-dessus, à droite, enfin bref. L'avantage d'avoir un sujet central, s'il y a un arbre, une église, l'avion, c'est que tu peux tourner autour. Donc, tu peux composer à la volée. Et t'es pas bloqué. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le. Si vous pouvez trouver c'est d'autant mieux. Voilà. C'est clair. Ok. Bon, je pense qu'au niveau quota de particules solaires. T'as on était bon là. Ouais. Parce que la prochaine, c'est pas avant. Ok, pour nous, c'est bon. Je pense qu'on est bon, non ? On est tout à fait bon, même. Mon cher Watson. Non, on va parler un peu vite fait de l'agence. Ouais. Ah, on n'a plus Eric. J'entends plus Eric pour le coup. Ouais, je suis là, je suis de retour. Je fais les petits réglages pour avoir les meilleurs. Voilà, ça va mieux là. Et donc, effectivement, on va les images. Votre agent. Pardon ? Je le sens qui saute un peu, gentiment. Non, je suis avec vous. Je suis juste en train de mettre en place pour qu'on puisse apprécier les images en format un peu plus grand que ce qu'elles étaient. Et voilà. Non, mais je suis toujours là. Je regarde un petit peu les commentaires et tout le monde est ravi de vos photos. Et qui fait que, je pense qu'après, on peut parler de l'agence. Ça serait bien.
Un petit mot sur l'agence, vite fait. Vous continuez, malgré un peu tout ça, à prévoir et organiser des voyages un peu partout. Donc, je pense qu'on peut inviter les gens à aller voir un peu votre site internet, qui est très bien fait d'ailleurs. Je dois avouer que qu'il est très joli. On va vous mettre en lien à la fin du live avec les sites respectifs de Pierre, de Nicolas, et puis bien sûr le site de Renardo et Pufino. Comme ça, vous aurez tous les détails et pas mal d'articles que Nicolas parlait justement pour les éclipses, et puis chacun avec ses liens respectifs, et comme ça vous permettra de découvrir beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, de très belles choses. C'est gentil, merci Eric. Oui, pour parler de l'agence, ben effectivement, comme tous nos confrères et même je pense les photographes indépendants, on est impactés. Et encore que nous, moins que d'autres, parce qu'on n'a pas eu à rapatrier des clients en catastrophe. Ouais. On a le voyage en Tasmanie qui est décalé, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas. En limite, nous on va passer à travers, mais je pense qu'il y a d'autres confrères et tout, pour eux c'est plus compliqué, et notamment sachant que nous, le gros de la saison, c'est quand même l'hiver, c'est des périodes où on va le shooter le plus, où on organise le plus de voyages. Là, ce qui va se profiler jusqu'à septembre, c'est relativement calme. On a le trek dans le Sarek, et surtout le voyage en Islande qui se profile, donc qui normalement devrait se faire, sauf vraiment si on n'est pas sorti de la merde en parlant de l'auberge aussi. Voilà. Voilà. Après, on continue à titre perso, enfin, de faire des repérages pour justement, à terme, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place chaque année un nouveau voyage. Et ce qu'on a évoqué très rapidement en parlant des Westerlands, c'est effectivement, à terme, on aimerait à court terme lancer un voyage spécial Norvège, un mix Westerland, peut-être Lofoten. On est encore en train d'étudier la question. Ouais, à chaque fois, tous les voyages qu'on propose, enfin tous les voyages, le peu, parce que finalement il n'y en a que 4 ou 5, c'est des trucs qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur, et qu'on ait des trajets, des parcours qu'on a éprouvés. Et à chaque fois, on essaie, nous, vraiment de retranscrire et de faire vivre aux gens ce que nous, on aurait limite vécu si on était juste moi et Pierre. Bon, on va pas partir en camion, en camtar presque, mais si on pouvait, tu vois. Donc, on essaye vraiment, voilà, c'est d'abord l'expérience humaine. Et la photo, c'est un plus, c'est pas une finalité en soi. Sachant qu'on a vraiment de tous les niveaux, tout sexe, tous horizons professionnels. Ça nous a étonné d'ailleurs, ça. Aujourd'hui, on a à la limite autant de personnes qui viennent pour l'aspect voyage que pour l'aspect photo. Et nous, on s'adapte à tous les niveaux. On a des gens qui viennent pour les connaissances parce qu'on les amène au bon endroit au bon moment, d'autres qui viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre les fondamentaux, et d'autres, ils savent qu'ils vont être entre de bonnes mains et qu'ils vont vivre une belle aventure. Si bien que des fois, les gens, après les participants, vont rester en contact et vont voyager entre eux. Donc finalement, c'est magnifique. Et la plus belle récompense, c'est qu'on a d'anciens participants qui du coup reviennent, et non seulement reviennent pas sur d'autres voyages, mais sur le même voyage. Donc on se dit, bon, voilà, la formule, elle marche. Et sur ce qu'on veut développer, c'est ça. C'est vraiment le qualitatif des petits groupes, 2 encadrants, avec un voyage sur mesure éprouvé. Et en tout cas, vu comment les choses sont passées depuis les dernières saisons, puisque maintenant c'est la deuxième saison qu'on a faite avec l'agence, parce qu'elle est créée en 2019, c'est encourageant. Après, il y a, on va dire cette parenthèse Covid-19. Mais je pense que dans la nature humaine, on est là on est curieux, on a envie d'explorer, on a envie de partager. Donc voilà, c'est un moment à passer. Donc nous, après, on le vit, mais encore une fois, on est moins impacté que d'autres personnes, ne serait-ce qui sont malades, ou d'autres, des confrères qui ont dû, comme je dis, rapatrier ou annuler des voyages ou autre. Nous, ça va. Ouais, c'est vrai. Ok, Voilà, là, j'envoie un petit peu le site, comme ça les gens puissent se rendre compte un petit peu. C'est des très belles images, c'est un très beau site, c'est très bien foutu, ça donne envie. Ouais, c'est le but. Gentil, Benoît, on te donnera ton petit billet. Je suis corporate. Il me faut un filtre là, par exemple, oui, si les gens ils veulent découvrir un peu plus sur l'agence, l'histoire, ce qu'on fait, qui on est, ce qu'on propose. Voilà, je suis en train de partager un petit peu, on va dire, le site. Je vous invite. On a survolé un peu, oui, voilà. Et je pense que c'est important parce que c'est vrai que les gens sachent à qui partent, dans le sens où, en fait, du début à la fin, les participants n'ont affaire qu'à nous. C'est-à-dire que du début au moment où ils prennent contact avec l'agence et au moment où ils repartent dans l'avion, il n'y a eu que nous. Il n'y a pas d'intermédiaire, de chauffeur, parce qu'on fait tout. Nous, on fait les photos,
la cuisine. On se démerde pas mal. Pierrot fait la vaisselle. Agence touriste. L'agence touriste, voilà. On conduit le camion, on pilote le camion aussi, parce que des fois on finit. Voilà. Dans ces contrées difficiles, c'est du pilotage. Voilà. Et on aide accessoirement ceux qui ont besoin à réaliser leurs photos et pour d'autres à réaliser leurs rêves. Là, juste une parenthèse là-dessus, on a eu récemment un couple de jeunes mariés qui nous ont contactés. Alors, c'est pas leur mariage, on n'a jamais fait un shooting, mais elle a voulu absolument que ce soit nous qui s'occupions de son voyage de noces en Laponie, parce que son rêve, c'était d'être photographié sous les aurores. Et je lui ai dit, ok, banco, moi ça me plaît, voilà. Et donc, on lui a organisé le séjour avec des activités et, en 4 jours, dans les Westerland d'ailleurs. Et on a réussi à réaliser son rêve. Donc, autant dire, en 4 jours, elle a, le peu d'activités qu'elle a eu, et avec la fait de météo, celle qu'il a pris. Et en plus, elle a vu des aurores bleues. Chose qui, pour les connaisseurs, apprécient. Ouais, exactement. La totale, quoi. Oui, la totale, ouais. Ils ont eu, non, ils ont été gâtés, franchement. On avait bien travaillé, voilà, mais... Les voyages qu'on propose, mais si derrière les personnes ont des idées, des projets, un voyage sur un truc où on s'adapte. Voilà. Sur mesure, on s'adapte. Voilà. Et si on peut pas, on dira. On n'essaiera pas de faire un truc bricolé, voilà. Ouais, carrément. Je répondais aux questions pour le coup. Renardo et Puffinou. Hop. Un petit peu le site qui est juste magnifique. Hein. Je me répète, mais je vous invite vraiment à aller le découvrir parce que graphique. C'est moi qui ai dit. C'est moi en premier. Ah, vous battez pas non plus, mais c'est gentil quand même. C'est moi en premier qui ai dit c'est magnifique. Jamais rabâché. Non, vraiment très bien. Et vous avez toutes les infos sur les voyages, le blog, une partie blog qui va commencer à bien se. Ouais, on va travailler dur là. Exactement. Et après, même s'il y a des personnes qui ont des questions qui n'ont pas été évoquées, des sujets qui n'ont pas été évoqués là pendant le live, ils peuvent nous contacter, on se fera un plaisir de les renseigner. Parce que même si les gens ne parlent pas avec nous, la base quand même c'est de partager les connaissances et la passion. Donc qu'ils aient des questions sur les aurores, quand partir, où aller, comment y aller, on peut le faire. Voilà. On va mettre tous les liens, de toute façon, à la suite pour les personnes qui veulent voir en replay. Comme ça, il y aura tous les détails, comme on le fait à chaque fois. Et puis c'est toujours un plaisir avec Benoît de partager. Comme vous le voyez depuis qu'on a commencé, on va dire, ces lives, c'est pas des lives qui sont ciblés que pour Nizi. C'est-à-dire que voilà, c'est plus le côté, on va dire, faire découvrir des photographes. Et voilà, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Benoît ? Partager la passion de la photographie avec tous les gens qu'on peut rencontrer grâce à Nizi pour le coup. Donc c'est un peu aussi grâce à Nizi qu'on a la possibilité de parler à tous ces gens, et discuter autour de la photo. Merci à vous les gars. Bon, je pense que vous allez me poser la question, mais moi je voudrais vous remercier parce que l'initiative non seulement est doublement bonne déjà par le contexte actuel, et encore plus, je pense, pour des photographes qui ont tendance des fois à être en retrait et qui n'aiment pas trop se mettre en avant. Et je pense que c'est un très très bon moyen, moi perso, j'apprécie en tout cas. Pour échanger. C'est doublement, c'est vrai. Ça a été plus qu'un plaisir. Et puis nous, on se connaît depuis un petit moment, on s'est rencontrés. Bon, mis à part Pierre, qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, mais bon. Pas encore. C'est pas, voilà. Ça va tarder. Bientôt. Exactement. Et voilà, et puis voilà, le principe, c'est toujours de partager des photos, des expériences, des aventures comme celles que vous avez eues depuis maintenant presque plus de 8 ans maintenant, tous les deux, et qui fait que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et c'est pour ça que nous, l'intérêt, c'est vraiment c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le côté technique, sur les filtres parce que c'est Nizi, mais bon pour me répéter, l'intérêt, c'est que ça se passe pendant 1h30 et qu'il y ait des questions-réponses et qu'il y ait des échanges, du partage. Je répondrai. On répondra pour la partie technique, nous, et si on vous laisse la partie filtre. Chacun son merdier. Merci. Ouais. Non, mais bon, voilà. On va pas inonder On redirigera. Pas de souci. Oui, tiens.
Si c'est Nikon, c'est Pierrot. Si c'est Canon, c'est moi. Si c'est Sony, c'est Benoît, alors, c'est ça? C'est ça. Non, mais, Ouais. exactement. Non, mais merci à tous. Et on était vraiment à deux doigts de passer à côté de ce live, mais vraiment à deux doigts. Ah ouais, à demain. Ça doit demain. Pour cette petite heure de retard. Et mais bon, voilà, il y a toujours des paramètres qu'on peut pas contrôler. Mais l'essentiel, c'est que voilà, pendant presque 2 heures, il n'y a pas eu de coupure. Ouais. Vous avez eu du son, vous avez eu des belles images, vous avez appris sûrement plein de choses. Et puis voilà, c'est l'intérêt. Après, vu qu'on est en confinement, c'est pas l'heure de plus qui va vous empêcher de suivre nos lives. Et on essaiera, comme à chaque fois on vous le dit, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pour ma part, encore merci à toi Nicolas, merci à toi Pierre, et je vous laisse le mot de la fin. Encore merci. Pierrot, merci. Merci à vous deux. Un grand merci. Nico a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas grand chose à ajouter. C'est vrai que l'idée était géniale en ces temps-là. Et on n'est pas du genre à se mettre en avant aussi. Donc voilà. Beaucoup apprécié. J'espère que voilà, ceux devant leur écran. Et ce ne sera pas le dernier. C'est le premier avec vous, mais il y en aura d'autres. Oui. C'est pas comme avec ceux qui ont eu auparavant, que ce soit avec Clément et avec Maxime, pareil. Voilà, c'est le premier, mais il y en aura d'autres. Voilà. Sans souci. Impeccable. Merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté. On vous dit, de toute façon, à très bientôt pour le prochain live. On annoncera ça, on va dire, je pense. Qui va arriver semaine prochaine, sûrement. Début de semaine prochaine. On va rester dans l'univers de la photo, mais avec un peu plus de loin. Enfin voilà. Mais on va parler un peu d'Islande, on va parler un peu des îles Féroé. Je pense il y a encore du voyage à commencer à faire. Par là pour les prochains lives. Voilà. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On tient le renard, on se voit dans. Dans quoi on sait pas là. Oh, putain. À très bientôt les gars. Ouais. Restez chez vous. Ça marche. Bisous. Ça marche.